En direct de Montréal, voici Mon Carnet, avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 23 janvier 2026. Cette semaine encore, l'actualité numérique nous amène à croiser des enjeux très concrets, des choix lourds de sens et des transformations qui touchent autant la technologie que nos façons de travailler, de créer et de nous déplacer. Comme chaque semaine, on commence par un détour à Paris pour retrouver Jérôme Colombin et faire le point sur l'actualité technologique vue de l'Europe, mais de l'Amérique aussi. On s'intéressera ensuite à la question de la souveraineté des données, un sujet qui revient avec insistance dans les entreprises comme dans les institutions publiques. Le fabricant de téléphones mobiles XTC Mobile relance le débat autour de l'hébergement local, de la sécurité et du contrôle réel de nos données. J'en discute avec Steve Waterhouse. La créativité sera aussi au cœur de l'émission. Une étude universitaire récente compare la créativité des humains à celle des IA génératives. Et ces conclusions font réagir. On va en parler avec Luc Dupont. On va prendre le temps de s'arrêter sur un nouveau projet médiatique, Culture Mania. Sa fondatrice et rédactrice en chef, Chloé-Anne Touma, va nous expliquer la mission de cette nouvelle destination sur le web. Autre dossier important cette semaine, celui de Grok, l'IA de Elon Musk, qui est intégrée à la plateforme X, non pas pour ses performances, mais pour un scandale majeur lié à la génération d'images sexuelles non consensuelles. Catherine Dupont-Gagnon va nous faire le portrait de ce dérapage majeur. Direction ensuite en Suisse pour retrouver Thierry Weber qui nous revient sur son test de la mobilité autonome offerte par Zoox, la filiale d'Amazon. On parlera de jeux vidéo et d'intelligence artificielle, particulièrement comme outil de production dans les studios, car Edwin Michel a rencontré Stéphanie Marchand de Behavior Interactive. Côté réflexion stratégique, il y a Stéphane Ricoul qui nous attend avec un billet assez percutant sur ce qu'il appelle l'autophagie corporative ou comment l'IA, en automatisant des tâches de base, pourrait fragiliser la transmission des compétences dans les organisations. Et puis, on va terminer le tout en France, et même dans un train, avec Jean-François Poulain et son invité qui va nous parler d'ergonomie prospective, mais à partir d'une initiative pour le moins atypique. Alors voilà pour le contenu de cette émission, mais avant tout ça, vous allez me permettre de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Thierry Chardon, Jean-Michel Roy, Louis-Nicolas Robert, Jean-Marc Lamonde et Sylvie Robitaille. Merci à vous 5 et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Et puis on commence avec Jérôme Colombin, alors direction Paris, pour parler d'actualité numérique. Salut Bruno à Montréal. Salut Jérôme à Paris. Ravi de te retrouver comme chaque semaine pour ce débrief transatlantique entre ton carnet et Monde Numérique. Il faut que je te raconte, Jérôme. Oui. J'ai eu cette semaine une très belle conversation épistolaire avec un auditeur belge. Ouais. Et qui adore ce qu'on fait. Eh ben, alors lui, il a cessé d'écouter mon carnet et mon numérique et il va chercher uniquement le débrief. Oh mon Dieu. Bon, ouais, alors moi, c'est la catastrophe. Là. Je ne sais plus où donner. Ben, c'est pareil. Mais je te salue de sa part et on le salue. Si le débrief transat prend le pas sur nos émissions respectives, où va-t-on? Ouais, en tout cas, on salue les gens qui nous écoutent présentement. Voilà. Cette semaine, il faut qu'on parle de cette info qui n'en est pas encore tout à fait une. C'est encore un peu une rumeur, mais c'est quand même sorti dans des médias de qualité, je crois. Bloomberg et The Information. Exactement. Et mon carnet. Et ton carnet, oui, c'est vrai. J'attendais que tu le dises. Je vais le dire moi-même. Donc, Apple aurait l'intention de créer une nouvelle race d'appareils. Et il aurait l'intention d'aller un peu sur les traces de ce qui a déjà été un petit peu fait, de fabriquer une espèce de on sait même pas comment on peut appeler ça, de badge, de petit appareil connecté à porter sur soi, sur ses vêtements, boosté à l'intelligence artificielle, c'est ça? En France, on parlerait de pins.
Oui, Mais au un Québec, on pins, on pourrait parler de brochettes, de broches ou une d'épinglettes. broche, un badge, une broche, etc. Bref, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux d'après toi? Ben oui, il faut prendre ces choses-là au sérieux. Il y a deux pans sur lesquels Apple est en train de travailler au niveau de son IA, avec évidemment les gens de Google. Donc, c'est à la fois la nouvelle version de Siri qui va vraiment devenir un agent conversationnel, comme vous l'avez avec Gemini, Copilot et ChatGPT. Alors ça, Merci c'est une Google. chose. Ouais, et Google. Et donc ça, c'est une chose. L'autre chose dont tu parlais, et ça, c'est The Information, je pense qu'il a sorti. Et l'idée là-dedans, c'est que ils sont en train de travailler, les gens de Apple, sur un petit appareil, mais on ne sait pas ce que c'est, qui contiendrait une caméra, un micro, qui serait directement connecté à l'IA de Apple. Est-ce qu'on parle encore d'Apple Intelligence? Il faudra voir. Et tout ça permet donc d'avoir une interface qui n'est pas qui est uniquement vocale et de pouvoir communiquer, de partager ce qu'on voit avec cet appareil-là pour obtenir de l'information. Mais comme tu disais, et je trouve que tu es passé trop rapidement là-dessus, ça s'est déjà fait. Toi-même, il y a 2 ans, tu étais tombé à la renverse devant un petit appareil qui s'appelait Je m'étais Rabbit. emballé, Oui. le AI Pin, oui, Ouais. bien sûr. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu, et je m'explique pas encore pourquoi ils vont le faire, mais sachant que c'est Apple qui le fait, comme avec d'autres produits, ça a des bonnes chances de fonctionner. Ouais. Alors, 2 choses, si tu peux me permettre. D'abord, ok, peut-être que l'info est donnée par des médias sérieux, mais il y a encore rien d'officiel. Donc on est quand même encore en droit un petit peu de douter. Parfois, est-ce que tu penses au Apple Car? Bah oui, bien sûr. Non, mais tu sais très bien que parfois il y a des choses comme ça. Ça peut être juste un projet parmi d'autres, et puis une fuite organisée ou pas. Ça peut être un brevet qui est déposé, mais qui est juste pour verrouiller quelque chose et qui ne sera absolument pas suivi des faits. Donc on n'a aucune certitude pour l'instant. Maintenant, à l'inverse, si c'est un projet sérieux, pourquoi pas. Et ça montrerait que finalement, toutes les boîtes de tech aujourd'hui, tous les géants de la tech, notamment qui font de l'IA, cherchent un petit peu le nouveau Graal, le nouveau joujou qui nous permettra d'interagir avec les assistants d'intelligence artificielle. Parce que on peut rapprocher ça d'une autre info et d'une autre fuite là récemment, c'est OpenAI. OpenAI également un projet très concret. Celui-là, ils l'ont annoncé puisque c'est avec Jonathan Ive, l'ancien designer d'Apple. OpenAI a racheté la start-up de Jonathan Ive pour fabriquer un produit mystère, pareil, qui sortira. Et alors ça, c'est la nouveauté, qui devrait sortir à la fin de l'année. C'est une indiscrétion d'un administrateur, un directeur juridique de OpenAI qui s'est confié à un journaliste à Davos et qui a juste dit que oui, ça allait sortir à la fin de l'année. Mais on n'en sait pas plus. On parle donc d'un appareil sans écran, etc. Mais ça voudrait dire que, finalement, tout le monde cherche un petit peu quel sera le produit connecté de demain. Ouais, le prochain point d'accès à l'IA. Il y a déjà Meta, déjà qui fait bien avec ses lunettes. Ouais. Et c'est eux un peu qui, aujourd'hui, mènent la cadence. Bien qu'il y en a d'autres qui ont essayé de faire des choses, là. Google promet des lunettes également, hein. Ouais. Google promet des lunettes connectées, un peu comme celle de Meta. Ouais. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir. Écoute, d'ici 1 an, on le saura. On devrait savoir des choses. Alors, oui, qu'est-ce que ce sera? On parle d'un badge, mais on n'a aucune preuve, et notamment pour OpenAI, on ne sait pas. On parle aussi de lunettes connectées éventuellement. On parle possiblement, pourquoi pas, d'un stylo, une espèce de stylo connecté qu'on mettrait dans sa poche. Moi, je croirais plutôt, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire, écoute, pas plus tard qu'hier soir sur le plateau de notre camarade François Sorel, BFM Business, je pencherais plutôt pour des écouteurs. Je pense que les écouteurs, c'est une bonne interface. Écouteurs connectés, comme les AirPods aujourd'hui, c'est une bonne interface. Alors, François me disait, oui, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus que ce qu'on a aujourd'hui? Tu prends une paire d'écouteurs connectés à ton smartphone. Peut-être l'autonomie, c'est-à-dire que tu puisses utiliser ça sans smartphone. Mais alors, techniquement, ça paraît un peu compliqué, effectivement, d'avoir une grosse batterie, de la 5G, etc.,
Je ne sais pas. Écoute, on verra. Mais tu fais bien de le mentionner comme ça parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est en janvier 2026 et depuis, je peux dire quoi, un an et demi, il est possible d'avoir justement cette expérience d'IA sans fil. Si vous avez un iPhone ou si vous avez un Android, vous branchez des écouteurs, que ce soit un casque fermé d'une marque ou que ce soit les casques oreillettes là qui viennent avec les téléphones. Vous pouvez être en contact comme ça puis accéder aux agents IA là, en mode vocal. Donc ça existe. Mais là, on parle carrément de quelque chose où on rajouterait, et ça c'est important, une caméra pour qu'elle puisse contextualiser l'information. Et je pense que c'est là où ça commence à bouger, à changer, un peu comme les fameuses Ray-Ban de Meta permettent d'avoir une contextualisation du service. Mais encore là, si on utilise, là c'est plus avec les Android parce que quoique ChatGPT sur iOS fonctionne aussi, si on prend un agent conversationnel sur notre téléphone et qu'on pointe la caméra de notre téléphone sur quelque chose, il va nous expliquer, il va nous aider à changer quelque chose. Je pense que même ça t'était déjà arrivé de demander comment changer quelque chose en lui montrant. Donc, ça, c'est déjà disponible. Mais là, c'est de voir, là, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle sera l'interface, quel sera l'objet, le nouvel objet, on présume, qui sera amené à la table pour dire, voici maintenant, nous l'offre qu'on vous propose, c'est d'utiliser tel objet pour mettre sur vous et pour accéder à tout ça. Ouais. Mais bon, autant Apple a un smartphone, autant OpenAI n'a pas de smartphone. Donc, il a besoin d'une interface, il a besoin d'un produit. Et c'est ça la différence entre les deux. Eux, ils ont besoin de quelque chose. Puis en même temps, idéalement, pour faire rentrer des revenus aussi. Voilà, et on rejoint un peu d'ailleurs, finalement, cette idée qui était dans l'air au CES de Las Vegas, qui est cette idée d'IA physique, de l'IA déportée, qui sort un peu de l'ordinateur, a fortiori qui s'éloigne du data center, et de l'IA qu'on porte sur soi dans un appareil, quel qu'il soit. Cela dit, les lunettes, la caméra et tout, moi je veux bien, mais ça va, je veux dire, il va bien falloir ouvrir le dossier un jour ou l'autre. Et ça va ça va quand même commencer à poser un gros problème de respect de la vie privée. Hein. C'était déjà tellement facile de filmer les gens avec un smartphone, mais là, avec les lunettes, ça devient encore plus facile. Oui, on imagine avec une broche, ça semble encore plus innocent. Parce qu'on ne le voit pas directement dans ton visage et il est déporté là, sur ta poitrine. Tout à fait. Oui. Ah non, ça va être intéressant. Mais tu sais, quand on parle de l'IA sur des objets, moi, c'est ce qui fait que j'ai beaucoup d'espoir dans le petit avatar. On en avait parlé au débrief qu'on a fait, j'allais dire, dans ta chambre d'hôtel à Vegas, du petit Razer, l'avatar qui va venir dans une colonne et qui va se déposer sur votre bureau, sur votre, je sais pas, un meuble, votre meuble préféré, et avec lequel vous allez pouvoir avoir une relation. Parce qu'il a une caméra, parce qu'il a un micro. Et donc, je veux pas dire qu'on dématérialise, mais ça se passe plus sur un téléphone, ça se passe plus sur une montre, ça se passe plus sur un ordinateur. C'est un objet qui est là, qui fait partie de votre quotidien, à qui vous vous adressez, et lui, il voit votre quotidien et est capable de s'adapter en fonction de ça. Et ça, je trouve qu'au niveau de l'expérience d'utilisation, ça va être assez novateur. Maintenant, ça va être de voir la réaction des gens quant à l'arrivée d'un outil comme ça. J'ai l'impression que ça a des bonnes chances pour Razer d'avoir un succès, ça. Ouais, enfin, celui de Razer est très orienté jeux vidéo. Hein. Il est là pour assister les gamers pendant les parties, en regardant l'écran, ouais, etc. mais pas etc. que, hein, parce qu'au départ, il est branché sur Grok, c'est là-dessus qu'ils l'ont développé, mais il est agnostique. Razer, moi, m'a confirmé que on pourra le brancher sur l'IA qu'on utilise, là, que ce soit Claude, Copilot, Gemini ou ChatGPT ou Apple quelque chose. On va pouvoir le faire. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Eh ben écoute, c'est sans doute c'est le e-pet de demain. Tiens, on pourrait inventer ça comme mot. Ouais. C'est pas mal, l'animal de compagnie numérique. Voilà. Ouais. Rendez vos chiens et vos chats. Ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt un assistant virtuel que vous pourrez garder sur vous. Bruno, toute autre chose, mais on va toujours parler d'IA. ChatGPT a fait pas mal de bruit en début de semaine en laissant entendre très clairement que ça y est, la publicité allait arriver dans ChatGPT. Alors, à quoi ça va ressembler ce bazar-là ? Ayez peur, tremblez.
Parce que maintenant, la publicité arrive. Non, plus sérieusement, d'entrée de jeu, faut dire clairement là, que selon les informations qui ont circulé et qui ont été publiées par les gens d'OpenAI, pour le moment, la publicité, elle va d'abord sortir aux États-Unis, puis après, elle va être déployée à travers le monde. Et la publicité va être vraiment bien identifiée. On n'est pas dans la publicité éditoriale. Ça va pas changer les réponses qu'il va vous donner à des questions. Mais évidemment, si vous demandez des suggestions, là, on va peut-être glisser cette information-là. Et pour le moment, ça devrait être délimité à des bandeaux. On joue pas dans l'éditorial. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça va affecter uniquement les utilisateurs de la version gratuite. À quelque part, c'est un peu normal parce que ça doit se payer. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Alors là, c'est vous qui allez regarder les publicités. Et puis, ça va aussi toucher à la nouvelle version qu'on vient de déployer, une version qui est disponible à $8, qui vous permet $8 US, là, qui vous permet d'accéder à plus de temps d'utilisation et à plus de force, de puissance de réflexion et de traitement de données. Mais si vous payez $20, si vous payez $100 ou $200 pour votre forfait, là, vous ne serez pas touché par la publicité. On n'aura pas de pub. Non. Ouais. Alors, en plus, ce sera probablement de la publicité ciblée. Un minimum ciblé. Alors, ciblé de quelle manière par rapport aux requêtes qu'on fait? C'est-à-dire que, voilà, tu dis, tiens, aide-moi à choisir une machine à laver. Là, c'est un boulevard. Il va... mon Jérôme, ça tombe bien. Cette semaine, j'ai 2 belles machines pour toi. Voilà, exactement. Mais si je lui demande, je sais pas, n'importe quoi, aide-moi à faire mon business plan, qu'est-ce qu'il va me sortir, là? Ah ben là, il faut avoir une publicité de KPMG ou Deloitte ou... Ouais, c'est pas faux. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, enfin, ça fait un moment de toute façon qu'ils avaient dit que ça arriverait. Oui. Après, je pense qu'il y a une réalité derrière. D'après des analyses que j'ai vues passer, même ça, il n'est pas certain que ça parvienne à compenser les énormes, monstrueuses dépenses d'OpenAI. Ouais. OpenAI a besoin d'argent, Sam Altman a besoin d'argent, il a réussi à trouver des milliards jusqu'à présent, avec ses tours de table multiples, mais ça lui coûte un pognon de dingue de faire tourner ChatGPT, et avant que la publicité lui permette véritablement de répondre à ces besoins-là, apparemment, c'est pas gagné quand même. Hein. Et c'est pour ça qu'il est en train de décliner tous ces utilisations de cette puissance de calcul qu'est ChatGPT et les autres services là, pour justement arriver à amasser ces revenus-là, parce qu'effectivement, c'est pas la publicité qui va venir régler leurs problèmes. Et c'est pour ça, notamment, on en parlait il y a quelques secondes, là, de l'outil, là, le petit bidule qu'on va nous vendre pour utiliser ChatGPT, ben ça fait partie aussi des différents moyens qui sont là pour essayer d'arriver à nous attraper. Puis moi, j'ai l'impression que quand on est en train de parler de la déclinaison médicale de ChatGPT, avec l'onglet qui va apparaître, c'est d'abord aux États-Unis, mais après, ça va être ailleurs. Moi, j'ai l'impression que ça aussi, à un moment donné, ça va être probablement des sources de revenus potentiels pour eux. Ce sera monétisable. Oui, alors c'est autant de possibilités. Et d'ailleurs, c'est le mandat, là, quand il a été cherché la française qui est derrière qui est derrière le succès d'Instacart. C'est ça. L'idée là-dedans, c'est elle d'arriver à créer des produits qui peuvent ramener de l'argent à la maison. C'est son défi. Et on le voit là dans les derniers mois, là, ça commence à produire dans sa division. Là. Ouais, ça va être c'est la mission de Fujissimo, effectivement, faire rentrer de l'argent. Voilà. De quoi on parle, sinon, Bruno, cette semaine? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Écoute, est-ce que j'ai entendu parler que les Chinois seraient plus bienvenus en Europe? Aïe. Dans les télécoms, effectivement, c'est l'Union européenne qui veut booter les Chinois hors d'Europe en matière de télécoms, c'est-à-dire la 5G, les réseaux haut débit, etc. Non, on parle d'équipementiers, là, ceux qui... Tout à fait. Qui construit les grands réseaux de communication. Hein. Voilà, c'est pas les Chinois, on fait pas de la xénophobie gratuite. Hein, c'est essentiellement les industriels Huawei et ZTE qui sont par ailleurs des pointures du secteur, qui sont les leaders du secteur, qui fabriquent des équipements de très très bonne qualité. Malheureusement, c'est pas pour des raisons de qualité, c'est plus pour des raisons diplomatiques. On craint en fait, une perte de souveraineté, on craint des
risques de piratage, d'interception de données, et peut-être même, si demain les relations se tendent entre l'Europe et la Chine, eh bien des moyens de pression, un petit peu comme on voit ce qui se passe avec les États-Unis, où on commence même à trembler par rapport aux États-Unis, où on craint qu'un jour Donald Trump demande à Google ou à Microsoft de nous couper le robinet, donc on sera bien embêté. Il pourra le faire, mais il faut qu'il attende un peu, qu'on ait trouvé des moyens de substitution, ce qui n'est pas le cas. Bref, pour ce qui est des équipementiers chinois, et donc l'Union européenne souhaite que d'ici 3 ans, eh bien, ce soit entièrement banni, entièrement interdit. Alors, il faut comprendre quelle est la situation aujourd'hui. En fait, si tu veux, par exemple, nous en France, on a déjà commencé à faire ça. Il y a déjà eu une prise de conscience il y a plusieurs années, et les grands opérateurs, Orange, etc., ont écarté les équipements chinois, et notamment de leur cœur de réseau, donc aux endroits les plus sensibles. Ils en utilisent un petit peu dans certains endroits, en périphérie, etc., mais beaucoup moins que dans d'autres pays, parce qu'il y a certains pays d'Europe, comme l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas, etc., où là, on est à plus de 50% d'équipements chinois. Et donc, eh bien, c'est un problème, parce que si véritablement ces pays, d'ici 3 ans, doivent trouver une solution de substitution, il y a une équation financière très importante. On parle de 200 milliards d'euros pour compenser tout ça, donc c'est pas évident. Voilà. Donc voilà pourquoi effectivement, les Chinois vont être boutés hors d'Europe. Ouais. En tout cas, des Et je comprends très bien, parce que nous, la discussion a eu lieu au Canada quand il y a eu la mise en place de la 5G. Ouais. Il y avait énormément d'équipementiers qui étaient sur la ligne de départ pour offrir leurs services. Et puis, rapidement, le gouvernement canadien a dit ça. On était pas loin de l'époque où il y avait toute cette histoire de Huawei, la nièce du grand patron de Huawei qui était détenue à Vancouver, là. Et donc les relations étaient vraiment froides entre la Chine et le Canada. Et on avait dit, tout ce qui est équipementier chinois, vous ne ferez pas partie du nouveau réseau qui sera déployé de 5G, sauf que dans la 4G, ils sont encore présents. Et bon nombre de services canadiens dépendent encore dans certains coins de la 4G. Ouais. Et ça passe par l'équipement Ouais, mais alors je crois que la 4G, c'est moins grave que pour la 5G. Parce que la 5G, c'est vraiment des réseaux intelligents, entre guillemets, qui sont pilotés par du software, et où, quelque part... Donc, c'est moins stratégique. Oui, puis ils se retrouvent plus vulnérables, en tout cas, plus manipulables. On ne sait pas trop s'il n'y a pas une ligne de code cachée quelque part qui peut effectivement nous nuire à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est un vrai problème. Alors en plus, le problème, c'est que c'est des équipements de très bonne qualité, très performants, et beaucoup moins chers. Ben oui. Donc pour les opérateurs, c'est un vrai problème, parce qu'ils ont choisi ça en comparant ce qui était, les solutions du marché. Qualité égale à un produit moins cher, évidemment, tu étais intéressé par ça. Bien sûr. Et la puissance chinoise dans ce domaine, elle est énorme. Donc encore faut-il avoir des solutions de substitution. Alors nous en Europe, on a de la chance parce qu'on a des équipementiers. On a Ericsson notamment, Tout à fait. Et donc, alors ça fera plaisir à Ericsson cette décision, mais ça fait pas plaisir aux Chinois. Et rappelle-toi, le salon Mobile World Congress de Barcelone, tous les ans, le stand Huawei est impressionnant. C'est pas un stand, c'est un hall. C'est un hall entier où ils étalent tout leur savoir-faire, et effectivement, ils sont à tous les échelons en fait des télécoms. Hey, tu sais que, puisqu'on parle de la Chine, tu me permets de faire un petit peu d'actualité canadienne. Nous, notre relation, elle est au beau fixe avec la Chine, hein? Depuis que notre premier ministre, avant d'aller à Davos et de faire un merveilleux discours qui a épaté la planète, il était en terre chinoise. Mais nous aussi, tout va bien. Mais notre président était en Chine il n'y a pas très longtemps. Oui. Je dirais que même les relations avec les Chinois sont meilleures qu'avec les Américains. Avec les Américains, c'est fascinant. Bien sûr. On a réussi cette discussion-là l'an dernier. Et puis, on n'aurait pas parlé de la même façon. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est assez intéressant de voir à la fois la politique, comment c'est en train de changer, le positionnement industriel, comment il est en train de se poser, mais de l'autre côté, il reste encore qu'il y a pour de la cybersécurité, on va mettre ça dans cette talle-là, elle est encore affectée. Alors, c'est à suivre. Et puis après, il y a les Américains qui, en sous-main, sont toujours là pour expliquer aux Européens que surtout, il faut pas contribuer à la puissance de la Chine. Ils sont mal placés pour parler de ce temps-ci.
On ne dira que ça. Eh oui, mais on les aime, nos alliés, nos amis américains. Franchement, on les aime quand même par ailleurs. Mais bon, là, ils nous donnent un peu des bâtons pour se faire battre, quoi. Bon, Jérôme, si je te faisais changer de sujet et que je te demandais de quoi tu parles cette semaine dans Mon Numérique? Cette semaine dans Monde Numérique, eh bien, écoute, je reviens un petit peu sur le CES de Las Vegas. T'es déjà nostalgique? Oui, je suis déjà nostalgique avec Patrice Duboé de Capgemini. On prend un peu de recul et on parle notamment d'intelligence artificielle et on parle aussi de programmation par intelligence artificielle et on parle du vibe coding qui, comme tu le sais, est mon nouveau dada. Puisque j'arrive même plus à travailler tellement je suis happé par ce truc-là. C'est une vraie passion. Tellement que tu es devenu lovable. Je suis devenu, voilà, exactement. Et donc, on parle de ça parce que c'est pas sans conséquences. Hein. Il y a quelles conséquences sur la manière de programmer des applications, sur l'avenir de la programmation informatique, sur l'avenir des développeurs, etc., etc. Et puis sinon, en fait, je parle d'une chose dont je t'ai déjà dit un mot la semaine dernière, mais c'est pas bien parce que en fait, j'ai pas diffusé l'interview que j'avais annoncée la semaine dernière. Elle va passer cette semaine sur le plus gros supercalculateur européen que vient de s'offrir et qui est en train de s'offrir le CEA. Donc voilà, je te le resserre cette semaine. J'étais tellement déçu. Eh oui, tu l'as pas entendu. Donc non. C'est cette semaine. Alice Rocoq, l'ordinateur le plus puissant d'Europe, le supercalculateur le plus puissant d'Europe qui va être installé. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est pour l'année prochaine, mais il est en construction actuellement et donc je reçois le directeur du centre le grand centre de calcul du CEA qui abrite les plus grands superordinateurs de France et qui me parle de cette nouvelle machine absolument formidable qui fera près de 300 tonnes et qui permettra on l'espère, de faire progresser la science dans des tas de domaines. Voilà. Bon, on vous remercie. Super. Bon, j'étais ravi en tout cas de te recevoir dans Monde Numérique et puis de m'inviter dans ton carnet cette semaine je te dis pareillement. Merci d'être passé chez nous. Et puis, mon carnet, tu sais, les portes sont toujours ouvertes. Tu passes quand tu veux. C'est sympa. Allez, salut, à la semaine prochaine, Bruno. Bye, ciao, salut. Ciao. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. La question de la souveraineté des données revient avec insistance autant dans les entreprises que dans les institutions publiques. Où sont hébergées nos données? Qui a accès? Et jusqu'à quel point on peut réellement garder le contrôle là-dessus? Dans ce contexte, il y a le fabricant de téléphones mobiles XTC Mobile qui attire l'attention alors qu'il revendique une approche axée sur la sécurité, l'hébergement local des données et un positionnement clairement professionnel dans la lignée de ce que proposait autrefois BlackBerry. Et parlant de BlackBerry, cette semaine, ils en ont rajouté une couche, les gens de XTC Mobile, en annonçant que Charles Egan se joignait à eux. Pour ceux qui suivent l'industrie depuis longtemps, enfin qui ont un certain âge, probablement que le nom d'Egan vous dit quelque chose, parce que son nom résonne avec l'âge d'or de BlackBerry et la robustesse du système QNX qui a fait la renommée de l'appareil. Alors, pour analyser ce que ça signifie, l'arrivée de Higgins au sein de XTC Mobile, j'ai pensé à un spécialiste de la cybersécurité et j'ai nommé Steve Waterhouse. Bonjour, Steve. Bonjour, Bruno. Belle acquisition de XTC Mobile avec ce grand bonze de la belle époque de BlackBerry. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que on a peut-être encore réallumé peut-être des vieilles braises là, qui étaient atténuées depuis quelques années. Et là, on vient de justement relancer que ici au Canada, on a des capacités, on a du leadership en affaires avec lesquels ça va nous amener un peu plus loin parce que dans ce contexte, Bruno, tout le monde jase depuis 1 an maintenant. La présidence américaine l'a changé au 47e président l'année dernière, jour pour jour. Et là, tout le monde parle depuis ce temps-là de la souveraineté des données. Et si on pourrait avoir toutes nos données qu'on travaille avec et qu'on jase, ça soit hébergé ici au Canada, tout le monde maintenant, en tout cas, je me suis fait interpeller beaucoup, toi aussi, je crois là-dessus, sur comment est-ce qu'on peut protéger nos données puis empêcher que ça s'en aille aux États-Unis et ailleurs dans le monde. On a une occasion. L'occasion, pas nécessairement de faire revivre la flamme BlackBerry du temps, mais
passer à une autre étape, mais utiliser justement notre savoir-faire, notre savoir-être ici. On ne peut pas échapper à ces bases qui sont, exemple, dans ce cas ici avec le téléphone Lynx de XTC qui repose sur une plateforme Android, ben ils l'ont amélioré dans un point, justement, d'aller chercher plus de confidentialité, de sécurité des données et fondamentalement, héberger les données ici au Canada au lieu que ça soit expatrié sur des serveurs étrangers. Et ce qui est particulier dans leur cas, justement, et pour leur permettre d'arriver à offrir ce service-là, c'est le fait que on offre l'auto-hébergement des données. Et c'est là où ça change. Parce que contrairement à si vous êtes client chez Apple ou vous êtes client par un autre équipementier, là, dans le monde Android, l'hébergement se fait sur leur serveur. Tout à fait. Puis, on ne se le cachera pas, Apple a zéro présence au Canada. Google en a ici quelque peu. Il y a des soubresauts à Toronto, Montréal. Mais c'est tout. C'est très, très, très limité. Et lorsqu'on dit on veut aller se promener à l'international, puis on dit que on veut pas que personne puisse corrompre, prendre contrôle du téléphone, etc. Évidemment, la première barrière, on s'entend, là, c'est l'être humain et son interface. S'il n'y a pas un bon mot de passe, quelqu'un va y avoir accès. Mais ceci dit, considérant que le point d'entrée est sécuritaire, le système d'exploitation comme tel a été révisé dans un fait que ça soit vraiment isolé des applications, isoler du stockage pour que garder ça le plus accessible, mais en même temps sécuritaire possible. Ça, c'est qu'est-ce qui fait la différence. Il y a même une couche Linux, Bruno, que j'ai pu voir sur le concept du système d'exploitation qui rend ça vraiment distinctement différent des autres systèmes d'exploitation, donc iOS, Android, normalement retrouvés sur le marché. Qu'est-ce que tu sais des gens qui sont derrière XTC Mobile? Ben, c'est des gens, donc, des professionnels dans la matière qui sont vraiment là qui poursuivent évidemment des carrières d'affaires, mais ce que j'ai détecté, et c'est pour ça qu'on s'en parle aujourd'hui, c'est que c'est des gens donc qui sont orientés vers pousser justement la sécurité de l'information à ce qu'elle redevienne, puis j'aime dire le terme, là, let's bring security as sexy as it was once. Autrement dit, on ramène la sécurité à ce qu'elle soit vraiment attrayante, comme ça a déjà été, parce que les gens diront ce qu'ils veulent, mais BlackBerry, dans le temps, ça a été ça qui a fait son succès. Et j'aurais beaucoup aimé poursuivre dans cet objectif-là. Et quand j'ai vu XTC qui s'en allait dans cette direction avec ces différents officiers qui composent le noyau, définitivement, là, c'est là que ça me rallume, moi aussi, l'engouement d'aller chercher une plateforme similaire, parce que dans les prix, si on approche cet élément-là, c'est similaire à un téléphone Apple qui, aujourd'hui, on se le cachera pas, là, c'est $1,000 US. L'XTC va tourner autour de ce prix-là. Alors, de cette approche, qu'est-ce que je veux dans mon téléphone? Parce que, premièrement, comme professionnel, parce qu'on se le dira, Bruno, le public cible, le clientèle cible derrière ce produit, mais ce n'est pas la masse. Donc, ça ne sera pas monsieur et madame tout le monde, c'est vraiment l'environnement professionnel, institutionnel, tel qu'a été BlackBerry initialement. Alors, basé là-dessus, est-ce qu'on devrait retrouver les mêmes, excuse-moi de dire ça de même, mais les mêmes cossins qu'on retrouve sur une plateforme usuelle? La réponse, c'est non. Pendant qu'on travaille, il faut se concentrer à faire le travail essentiel, parler de l'essentiel, etc. On n'est pas obligé d'avoir des jeux, on n'est pas obligé d'avoir la plateforme bancaire avec laquelle payer nos comptes, etc. Fait que c'est dans cette optique-là que le jeu, l'espace d'environnement de travail pour, si on veut télécharger quoi que ce soit, mais ce ne sera pas des jeux qui seront disponibles, mais bien un environnement, oui, c'était limité avec BlackBerry, on s'entend. Sauf que, on est 20 ans plus tard, quasiment? Et ça a évolué. Il n'est pas impossible d'avoir des applications externes du Google Play Store qui puissent être accessibles. Mais qu'est-ce que j'en comprends, c'est que, et la philosophie derrière que moi je sais qu'ils ont adoptée, c'est vraiment pour être d'un contexte d'affaires de travail. Est-ce que ça peut être géré pour protéger davantage le téléphone? Donc, on appelle ça des plateformes de gestion, là, des MDM. Ben oui, ça peut être géré de cette façon-là, tel que ils le sont, ces plateformes dans les compagnies, donc Bring Your Own Device, etc., qui sont mis de l'avant. Mais je reviens à ta question initiale. Si cette philosophie de sécurité de la part de la haute direction persiste et poursuivre la mise en marché de cette manière-là, je crois qu'on a quelque chose de très intéressant, Bruno, au-delà de BlackBerry. Et qu'est-ce que ça dit sur le savoir-faire ontarien? Parce que l'entreprise, elle est américaine, son bureau chef, il est en Floride, mais
toute la partie logicielle et cette nouvelle acquisition, cette nouvelle nomination de Charles Hagan, ça se fait aussi en Ontario. Qu'est-ce que ça dit sur le savoir-faire ontarien? Ben, c'est un excellent point, Bruno, parce que justement, quand on creuse un peu, justement, là, les gens auraient dit, ben là, comment ça se fait que c'est enregistré aux États-Unis? Qu'est-ce que ça va apporter de plus, etc. C'est-tu donc une fausse joie d'aller dire qu'on a une compagnie américaine, mais qui brandisse la feuille d'érable? Non, au contraire, je crois que l'essentiel, le core, autrement dit, le cœur, va être canadien pour avoir un peu de panache. Ils ont été chercher des fonds qui sont plus facilement accessibles aux États-Unis. Ça demeure indéniable. Et de cette approche-là, je crois que ça va faire fleurir cet élément canadien. Maintenant, à ta question, pourquoi dans la région de Waterloo, etc., ben, c'est le développement de la sécurité quantique et de toute la haute technologie canadienne qui persiste dans cet environnement-là. Oui, on en a les hubs de développement universitaires ici au Québec. Ça va de soi, comme à l'Université de Sherbrooke avec la recherche quantique. Ça demeure. Mais il reste toujours bien que l'Université de Waterloo et Cambridge et tous cet environnement-là sont au cœur du développement et nécessairement le berceau de BlackBerry dans le temps. Fait que ça, je comprends qu'ils ont pu reprendre peut-être contact avec certains développeurs là-bas. Il y a un bon créneau de développement et surtout un incubateur, que le mot que je cherchais, pour aller assurer le développement futur. Parce que c'est beau de partir un projet, mais si il n'y a pas de relève qui est bien entraînée, ça risque de mourir un peu de sa belle mort. Fait que je crois que s'il vise bien en allant là, mais il faut pas. Je suis certain que les gens qui composent la compagnie sont au fait qu'ailleurs aussi dans le pays, il y en a des cerveaux qui sont là et qui peuvent à ce moment-là aller chercher quand même pour contribuer à cet effort et avec un petit peu d'esprit nationaliste. En tout cas, c'est le genre de nouvelle qui va faire plaisir au ministre de l'Innovation canadien. En t'écoutant parler, est-ce que ça veut dire, Steve, qu'à Noël, il va y avoir une petite boîte qui va être écrite XTC en dessous de ton sapin? C'est pas impossible, Bruno, parce que, comme je dis, on vient d'avoir l'annonce. C'est sur le marché, le ligne, c'est quand même disponible depuis un certain temps. Le réseau de distribution, il est quand même assez limité et on verra comment est-ce que ça va évoluer parce que on sait très bien que le marché, toi-même en revenant du CES, les choses se développent beaucoup, il y a beaucoup de variétés, etc. Alors, j'attends, comme n'importe quel beau produit qui arrive sur le marché, j'aime beaucoup aller m'inspirer de qu'est-ce qui se développe dans l'immédiat, mais en même temps, dans un avenir approché, ça fait partie d'une stratégie de travail que si j'y accède et si j'adopte cet appareil-là, comment est-ce que je me projette et je vais travailler avec dans les 5, 6, 7 prochaines années. De détacher de l'autre appareil qu'il y a en cours présentement, est-ce que ça va faire une différence notable pour sécuriser mon travail et en même temps m'amener vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est ça que je vais mesurer dans les 6 prochains mois, Bruno, puis on s'en fera une autre chronique, puis je te dirai exactement si je le mets sur ma liste pour envoyer au Père Noël. Et c'est ça qui est intéressant, puis tu fais bien de le ramener, c'est que quand on le compare à ce qui est offert maintenant sur le marché, et là, je pense particulièrement aux appareils Android, c'est toutes ces couches d'intelligence artificielle qu'on vient de rajouter, qui sont natives, qui sont à même les appareils qui nous facilitent la vie, mais qui amènent aussi des enjeux de sécurité. Ah, définitivement. Moi, j'en suis pas un qui souscrit à ces éléments d'intelligence artificielle-là. Bruno, tu fais bien de le dire. Mais ça, pour moi, c'est un autre attrait d'aller vers XTC pour cette raison-là. S'ils adoptent une approche avec un IA, quel qu'il soit, on verra à ce moment-là. Mais présentement, tous les logiciels de source ouverte qui sont sollicités, imbriqué dans le système d'exploitation, ça pour moi c'est révélateur et en même temps ça contribue à la nécessité de se détacher d'une appartenance vers un fournisseur unique et en sol étranger. Fait que c'est pour ça que ça devient beaucoup plus attrayant parce qu'on se le cachera pas, Bruno, dans un avenir rapproché, comme l'Europe le fait depuis 2 ans, il se détache de tout ce qui est commercialement lié, pour pas dire Microsoft, et après ça, va aller vers la source ouverte. Fait, moi, je crois beaucoup avec cette source ouverte, va être gage d'avenir, et c'est un peu là que fait ma réflexion de dire, oui, je le considère peut-être l'année prochaine. Bon, on va compter sur ta sagesse pour suivre le dossier. Steve Waterhouse, merci beaucoup d'avoir pris du temps dans ton horaire pour commenter cette nouvelle de XTC Mobile. Et puis, je te souhaite une bonne année 2026. Toujours le temps. On est d'accord là. Bonne année. Salut.
créativité est au cœur des métiers de la communication, de la publicité et du marketing, mais avec l'essor de l'IA générative, une question s'impose de plus en plus souvent. Ces outils sont-ils en train de dépasser les humains sur le terrain de la création? Cette question, elle a été relancée par une vaste étude menée par des chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Université de Toronto qui comparent la créativité humaine à celle des systèmes d'IA générative. C'est suite à la publication d'un article d'Alan McKenna dans la presse que j'ai pensé traiter la question pour réfléchir aux impacts très concrets de ces résultats sur le monde des communications. Et pour ce faire, j'ai pensé à Luc Dupont, le professeur de communication à l'Université d'Ottawa. Bonjour Luc Dupont. Bonjour Bruno. Luc, et j'étais curieux de voir qu'est-ce qui t'a fait réagir dans cet article-là. D'une part, évidemment, et c'est le grand débat actuellement dans l'industrie publicitaire, dans l'industrie aussi des relations publiques, j'ajouterais, et de la communication de façon générale, et du marketing, donc vraiment l'ensemble. Tout l'univers que tu couvres. De tous ces univers-là, effectivement, et des médias à bien des égards, et du journalisme. Mais dans ce cas-ci, on va se concentrer davantage du côté de la publicité, parce que évidemment, le pain et le beurre de cette industrie-là, c'est l'offre de base, là, essentielle, en tout cas, la face observable de l'industrie, c'est la création. Je rappelle toujours, évidemment, qu'en amont, il y a toute la recherche, il y a le placement média, c'est pas négligeable, tout l'aspect stratégique, mais la réalité, c'est que le commun des mortels, ce qu'on voit là d'une campagne on les reconnaît à ça. Effectivement, c'est ça, et c'est ça qui est récompensé. Momentanément, j'ai souvenir d'ailleurs qu'il existait même des prix qui récompensaient l'efficacité publicitaire, entre autres aux États-Unis, et c'était pas très couru comme prix ou comme gala. Mais dans ce cas-ci, donc, ce que Alain McKenna nous rapporte, alors c'est évidemment le fruit d'une étude de chercheurs de l'Université de Montréal et de l'Université de Toronto, réalisée auprès de 100 000 personnes. Ça m'apparaît substantiel. L'échantillonnage est intéressant. Effectivement, c'est même très, très, très impressionnant. Et la question, au fond, qu'on se pose, c'est si on compare ces gens-là, ces 100 000 personnes-là, sur le plan créatif, à certains outils de l'intelligence artificielle, ceux qu'on connaît, entre autres ChatGPT, bon, et bien d'autres, Claude et d'autres, est-ce que, de façon générale, ces outils-là sont plus créatifs que les humains, moins créatifs, à peu près autant créatifs? Alors, d'une part, une grosse partie de la réponse, c'est que ces outils-là, maintenant, et là, je te rappelle évidemment qu'on utilise fort probablement pas, puisque l'étude est publiée, on comprend qu'on n'utilise pas les outils les plus récents, les versions les plus récentes, on est d'accord? Mais pour ce qui est des versions qu'on a testées, ce qu'on constate, c'est que, de façon générale, l'intelligence artificielle générative, parce que c'est ce bout-là, et c'est pas la seule intelligence artificielle, évidemment, qui est utilisée en publicité ou en communication, je le précise, mais c'est celle-là, évidemment, qui nous intéresse ici dans le cas de l'étude. L'intelligence artificielle est plus créative que la moyenne des gens. Ça, pour moi, c'est significatif parce que on parle, somme toute, d'une bébite qui est là depuis à peu près 3 ans. Encore une fois, je parle de la face observable parce que les gens qui connaissent beaucoup l'intelligence artificielle nous diraient ça existait avant. C'est juste que c'était pas grand public. Mais je te parle de ChatGPT pour prendre un exemple concret, là, qui pour beaucoup de personnes, c'est le moment où on dit oh, il se passe quelque chose. Maintenant, si ça peut rassurer l'industrie publicitaire, et je rajouterais pour le moment, c'est que ce qu'on constate, c'est que l'intelligence artificielle est moins créative que le top 10% des gens les plus créatifs. Et on s'entend que les gens qu'on retrouve dans les agences, que ce soit de communication, de relations publiques et autres là, qui sont dans ce domaine-là, sont eux-mêmes parmi le top des créatifs dans la société. Certainement. Je pense au dernier Bye Bye. Tu avais une agence de communication marketing, entre autres, qui avait pondu 7 à 8 concepts. C'est sûr que dans ce cas-ci, ils peuvent dormir sur leurs 2 oreilles au moment où on se parle, n'est-ce pas? Parce que, encore une fois, j'ai souvenir il y a 3 ans, en novembre-décembre, ChatGPT, je teste par exemple la rédaction d'un communiqué de presse. Et je reteste aujourd'hui la rédaction du même communiqué de presse et je donnerai pas la même note. On est déjà ailleurs. Et quand on parle de création, évidemment, sur le plan communicationnel, c'est la pub, c'est les documents, création de documents, c'est le résumé de rapports techniques, c'est la préparation de communication interne, c'est la traduction, c'est la conversation, c'est l'écriture, c'est la conception. C'est énormément de choses, là.
Et après, c'est l'analyse, c'est l'évaluation, et puis... Oui, et déjà, oui, et ne serait-ce que pour l'intelligence générative, j'ai aussi souvenir d'une époque où on était capable de bâtir des images. Canva serait un exemple de ça. Maintenant, on est dans les vidéos. Runway serait un exemple de ça. Midjourney serait un autre exemple de ça. Je parle d'outils qui permettent de faire ça. Et on est rendu dans la voix avec PlayHT. Et là, visiblement, force est de constater que on est rendu très, très loin. Alors, remettons-nous toujours dans la peau. Tiens, tu parlais de l'agence, évidemment, de plein exercice, mais parlons de, mettons, la moyenne des gens. La moyenne des communicateurs, souvent qui sont dans une association, par exemple, ou dans une organisation publique, parapublique, qui n'ont pas accès à des budgets importants, c'est sûr que ce qu'on est en train de raconter là, c'est une amélioration significative. Hein? Alors, vraiment, c'est le jour et la nuit, parce que le communiqué de presse, dans le temps, il fallait nécessairement, généralement, faire affaire avec un expert. Là, il y a un petit bout de ça qui peut être fait absolument par l'intelligence artificielle. Gain de temps, qualité du contenu, accessibilité. Alors, on parle de ChatGPT, ça pourrait être cloud, bon, ça pourrait être bien d'autres outils, mais visiblement, texte, image, vidéo, on est déjà dans quelque chose de bien différent par rapport à ce qui existait, ne serait-ce qu'il y a 3 ans. Et je t'ai déjà raconté que j'ai personnellement quelqu'un que je connais qui fait affaire avec des entreprises, donc il présente des concepts d'émissions de télévision. Jusqu'à tout récemment, il travaillait avec des dessinateurs reconnus. Plus récemment, il a commencé à travailler avec des applications qui lui permettent de créer ces images-là. Il m'a montré ces images-là. C'est pas de la théorie ce que je te raconte. Je les ai vues, ces images. Est-ce qu'elles sont tout au point? Non. Est-ce que plusieurs de ces images-là sont franchement renversantes? Oui. Et maintenant, c'est tout ça, tout ce que je te raconte là au moment de la présentation du concept. Il le fait avec ce genre d'outils-là qui lui permet de créer des images. Toi qui formes, je t'amène dans ta salle de classe, là, toi qui formes les communicateurs de demain, qu'est-ce que tu leur dis? Oui, c'est une question évidemment qu'ils me posent beaucoup et j'ai remarqué récemment, parce que la session est toute récente, mais quand on parle de ce sujet-là maintenant, visiblement, ils ont compris parce qu'ils utilisent ces outils-là. Alors ça, c'est l'autre aspect aussi sur le plan éthique. À quel moment c'est une utilisation qui est correcte, à quel moment c'en est pas une. Je te donne un exemple, Bruno, quelque chose que j'ai vécu récemment. J'enseigne un sujet depuis, 25 ans, pour faire une histoire simple. J'ai généralement ma liste d'auteurs incontournables. Ça se peut-tu qu'avec le temps, j'en ai peut-être manqué 1 ou 2? Certainement. Le savoir est tellement vaste. J'en ai d'ailleurs probablement manqué plus que 1 ou 2. Je demande à l'intelligence artificielle de m'identifier des auteurs incontournables dans ce sujet-là précisément. Ce que je viens de te décrire, est-ce que c'est une utilisation éthique ou pas éthique de l'intelligence artificielle? Vois-tu un petit peu? Là, je l'ai utilisé comme coup de main, n'est-ce pas? Elle m'a donné un coup de main. Après, évidemment, à moi de balayer la liste, d'identifier les auteurs que je connais peut-être pas ou les auteurs qu'on connaît peut-être pas. D'ailleurs, on comprend assez rapidement que c'est souvent des auteurs qui ne s'exprimaient ou qui n'écrivaient ni en français ni en anglais. Tu me diras, c'est peut-être pas surprenant. Netflix nous a fait réaliser récemment qu'il se faisait de la bonne télé, entre guillemets, hein, ou de la bonne culture pop dans toutes les langues du monde, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est certainement un problème éthique que ça pose. Puis là, je t'en donne un, et tu comprends bien que la ligne de démarcation dans le sable, je pourrais la reculer ou l'avancer un petit peu. Mais la différence, elle est que c'est de prendre cette information-là et de la donner tout de suite à tes étudiants, et où le volet éthique fait en sorte que toi, tu vas prendre cette liste-là, tu vas faire tes recherches, tu vas la valider, et tu vas sélectionner des gens qui, selon toi, selon tes critères, d'hommes qui enseignent la communication depuis, en tout cas ce cours-là depuis plus de 25 ans, vaut la peine d'être partagé avec tes étudiants. C'est là où la valeur ajoutée d'amener l'IA dans l'équation. C'est la recherche de base, parallèlement à la recherche que toi tu fais depuis longtemps. Oui, et c'est le chemin que j'ai parcouru. Effectivement, je regarde la liste. Mettons que je lui en ai demandé une vingtaine de ces bouquins-là, de ces livres-là, ou de ces auteurs-là. Alors, je regarde celui-là, lu, pas lu. Oups, connais pas, exact. Alors là, je le regarde. Évidemment, est-ce que c'est 100% du temps dans le mille? Non. Ah, lui, non, c'est pas exactement, t'as peut-être pas
tout à fait compris ma question. D'ailleurs, peut-être que le problème, c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est ma question. Je rappelle souvent aussi qu'il y a un vieux proverbe qui dit que quand on a un problème informatique, le problème, souvent, il est peut-être à 15 pouces de l'écran. Mais, alors, dans ce cas-ci, non, pas pertinent. Je poursuis. Lu, évidemment. Lui aussi. Oups! Celui-là, je le connais pas. Et là, je le lis, en fait, parce que par curiosité élémentaire, je me rends à la bibliothèque. Et là, je constate qu'effectivement, il est pertinent. Alors ça, pour moi, c'est un apport significatif. Évidemment, dans le cas qui nous intéresse, publicitaire, ce dont on a parlé jusqu'à maintenant, qui concerne mettons plus globalement la création, c'est un aspect de l'intelligence artificielle. Mais si tu es gestionnaire à l'intérieur d'une agence de communication, ou peu importe, d'un groupe de communication, évidemment, l'intelligence artificielle te permet de faire une deuxième chose, qui est toute l'efficacité opérationnelle, là. Toutes les tâches répétitives d'une journée, là, les courriels, les suivis de demandes, coordination des réunions, programmation des pauses, des billets, planification des entretiens, répondre aux questions fréquentes. Ça, c'est déjà quelque chose que fait, reconnaissons-le très, très bien, l'intelligence artificielle. C'est évidemment les robots conversationnels. Ça s'inscrirait là-dedans aussi. Alors ça, pour moi, quand je vois ça, c'est le service à la clientèle. Vois-tu, on est peut-être moins dans la publicité, mais on est toujours dans la communication, on s'entend là-dessus. Fait que ça, c'est le deuxième aspect. Puis le troisième aspect, au fond, c'est une porte que tu as ouverte momentanément dans ta dernière question. C'est toute l'IA analytique. Le big data, en français, le forage de données, une expression que je trouve superbe dans ce cas-ci, puis qui permet ou qui permettra éventuellement aux publicitaires de jeter un petit coup d'œil à des millions de données, puis à partir de ça, faire parler ces données-là. Parce que le défi, c'est pas de créer des données maintenant, surtout qu'on se promène constamment sur Internet, mais le défi, c'est de faire parler ces données-là. Récemment, Cisco, système qui était un titre incontournable au début du 21e siècle, a acheté une entreprise qui s'appelle Splunk. Et Splunk, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui vous dit, donnez-moi vos données, puis je vais vous établir un certain nombre de constats que vous avez peut-être pas fait. C'est drôle parce que dans ta réponse, tu me fais penser à une entrevue que j'ai faite avec le patron de chez Cossette ici au Québec, qui justement, quand ils ont implanté l'IA, l'idée là-dedans, c'était justement d'aller faire du forage au sein de leur patrimoine, parce que ça fait quand même plusieurs décennies qu'ils font de la pub. Il y a des choses qu'ils ont créées, il y a de la connaissance, il y a de la documentation qu'ils ont. Et ça leur permet notamment, puis j'invite les gens à aller réécouter l'entrevue là, avec le patron de Cossette, justement d'accéder à ça et de voir comment ils peuvent utiliser ça dans le contexte d'une nouvelle campagne. Et ça, c'est un autre exemple. Mais oui, je veux poursuivre. Oui. Et peut-être juste très brièvement, Bruno, là-dessus. Je te donne un exemple très concret dans le cas de Cossette pour connaître la boîte à l'interne, donc Impact Recherche, à une certaine époque, qui était très, très présent dans l'actualité. Moi, j'ai le souvenir qu'on faisait des TES, qu'on appelait des tests d'efficacité séquentielle. Au fond, chaque fois qu'on lançait une campagne, au bout d'un certain nombre de jours ou de semaines ou de mois, on vérifiait la campagne. On vérifiait l'association à la marque, évidemment. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu cette publicité-là? Est-ce que vous êtes capable de me dire quel était le message clé? Êtes-vous capable aussi, par ailleurs, d'associer cette campagne-là à un annonceur? Tu vois, quelque chose de, somme toute, là, pour résumer, relativement simple. Imagine maintenant que tu mets tout ce savoir-là statistique dans quelque chose qui ressemblerait à l'IA analytique. Ce que tu pourrais faire, c'est renversant. Et ils ont, en tout cas, quand j'étais là, à l'époque, on conservait ça minutieusement. Donc, il y a quelque chose là-dessus qu'on peut faire. Ça serait un exemple parmi tant d'autres. Mais je veux poursuivre, puis je te ramène dans ta salle de classe. Donc, c'est pas vraiment... c'est le professeur à qui je m'adresse, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes qui sont intéressés par des carrières de communication? Ça dépend toujours, parce qu'évidemment, on est un prof parmi tant d'autres. Chacun a son, mais c'est son discours. Mais dans mon cas, moi, ce que je leur dis, c'est qu'ils n'auront pas le choix de se familiariser avec ça. Quand je racontais ça il y a 2 ans, c'était encore nouveau, là. Les premières fois que tu annonces ça, Bruno, parfois quand le professeur parle, tu auras compris de quelque chose de nouveau. Il les regardait avec scepticisme. Tu vois ce que je veux dire? Mettons, je parle de l'arrivée prochaine des robots. On va prendre un autre exemple très concret. Tu comprends
ils sont pas sûrs que tout ça va arriver, on est d'accord? C'est surprenant aussi parce que c'est les plus jeunes, donc ils devraient être les plus ouverts à tout ça, n'est-ce pas? Et c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il y a toujours un peu de scepticisme, comme il y a du scepticisme de façon générale dans la population. Ce que je leur dis, c'est que il y a évidemment des emplois qui vont être, spécialement du côté de la communication, qui vont être transformés. Ce que je leur dis, c'est qu'ils sont condamnés aussi à maîtriser ces outils-là, parce qu'il va y avoir dans un futur pas très éloigné 2 types de personnes. Les gens qui sont familiers avec ces outils-là et qui peuvent les utiliser sur le plan, par exemple, des décisions stratégiques, le leadership humain, ce que je te racontais un petit peu plus tôt avec l'automatisation des processus, les relations de confiance, tout ça, le travail à long terme. Je pense pas que l'intelligence artificielle peut tout faire ça. En tout cas, on n'est pas tout à fait rendu là. Ce que je leur dis aussi, c'est qu'il faut comprendre l'intelligence artificielle comme un outil de plus dans leur coffre à outils. Puis qu'à la fin, il y aura toujours leur talent, leur connaissance, Internet, les études classiques, les collègues, les partenaires et évidemment l'intelligence artificielle. C'est quelque chose comme ça à peu près que je leur raconte. C'est sur ces sages mots du professeur Dupont qu'on va terminer cette entrevue. Merci beaucoup j'avais tellement hâte d'arriver à ce jour où je parlerai d'IA générative avec toi et son impact en communication chez les créateurs. Ben voilà, c'est fait. Ça commence bien 2026. Est-ce que je te dis à la prochaine dans les mois qui suivent? Absolument. En fait, à la prochaine dans les semaines qui suivent. Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Toujours un plaisir. Salut. Les médias traversent une période de profonde transformation et la culture n'y échappe pas. Entre mutations sociales, technologiques et économiques, de nouvelles initiatives émergent pour repenser la façon dont on informe, dont on raconte et dont on relie ces enjeux entre eux. C'est dans ce paysage qu'est né Culture Mania, un nouveau projet médiatique qui mise sur les croisements entre culture, innovation et société, avec une approche assumée, engagée et très personnelle. Pour découvrir cette nouvelle adresse du web, j'ai invité la fondatrice et rédactrice en chef, Chloé-Anne Touma. Bonjour Chloé-Anne. Salut Bruno. Ça vient d'où l'idée de créer Culture Mania? Écoute, j'avais envie, moi tu me connais, hein, j'aime ça, chaque année j'arrive avec des idées de médias, mais là, la culture, ça reste central pour moi, fait que j'avais envie d'un média qui soit un peu à l'image de ce que j'ai créé jusqu'ici, souvent des médias très multimédia, tu sais, d'avoir toutes sortes de médiums, essayer d'innover un peu là-dedans, tout en conservant l'aspect site de nouvelles, plus traditionnel aussi. Fait que j'avais envie de quelque chose qui sorte un peu de juste la tech, tu sais, on est beaucoup, moi j'évolue beaucoup dans la tech. Puis là, j'avais envie de quelque chose qui aille peut-être rejoindre plus la culture. Je suis une fille de culture, essentiellement. De médias, les médias, ça m'intéresse en général, mais on est au croisement de toutes sortes de transformations, puis la culture est vraiment très touchée en ce moment. Fait que comment on peut aborder ces transformations sociales? Je me suis dit, ça serait le fun, un groupe de presse qui élargisse jusqu'à la culture, tu sais, toutes les transformations sociales et économiques, pourquoi pas, en un. Fait que c'est comme ça que j'ai eu l'idée, puis aussi pour survivre dans le paysage médiatique. Ouais. Tu parles de groupe de presse. J'ai mon collègue et ami Jérôme Colombin qui, lui, parle souvent de médias personnels, quand c'est vraiment quelqu'un qui démarre quelque chose comme ça, puis après va chercher ici et là des collaborateurs. Est-ce que c'est le genre de démarche que tu opères? C'est intéressant de le voir comme ça. On a vraiment je trouve qu'on doit réfléchir à notre modèle. Tous les médias, je vois de plus en plus l'espèce de profil entreprise individuelle qui s'impose comme un nouveau média, qui arrive quand même à collaborer avec du monde. T'as reçu il y a pas longtemps Elle explique. Ouais. Toi, t'es un exemple aussi là-dedans des gens qui réussissent à aller chercher à mobiliser, tu sais, des audiences et tout ça. Puis à vraiment mettre leur personnalité aussi dans tout ça. Puis je pense qu'on s'en va vers ce modèle-là qui est peut-être plus authentique. J'ai l'impression aussi que c'est souvent les plus passionnés qui portent à bout de bras ce genre d'initiative-là. Fait que tu sais, on veut pas, on se ramasse un peu à être des autoproducteurs
distributeurs, autodiffuseurs, etc. Donc, à force, c'est souvent ça qui fait qu'on est un peu notre propre chef, puis qu'on décide que on va lancer nos initiatives parce qu'on sait qu'on sera capable de les mener jusqu'au bout. En tout cas, on va essayer au maximum, sans dépendre de toutes sortes de fournisseurs, etc. Par contre, d'aller chercher des gens qui veulent collaborer, qui veulent pas nécessairement la responsabilité, tu sais, qu'on aurait contractuelle à long terme, ou tu sais, je sais pas moi, quelqu'un qui serait, mettons, ton distributeur, ou qui serait... Là, c'est d'avoir vraiment quelqu'un qui va venir, en tant qu'expert, amener son expertise, puis faire profiter ton audience de ce qu'il sait. Puis moi, j'ai le goût de rester sur ce format-là, qui m'anime beaucoup. Il va y avoir quand même un volet très tech là, dans tout ça, là, parce que mon réseau est beaucoup dans la tech en ce moment. J'allais t'amener là parce que dans Culture Mania, il y a différentes portes et il y a une porte qui est Futur Mania. Oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Alors là, moi, je te dirais, préparez-vous pour tout ce qui est solutions plus révolutionnaires, tout ce qui est visionnaire, tu sais, dans le sens où, oui, on va aborder les défis de société, les défis culturels dans le groupe Culture Mania, mais dans Futur Mania, on veut montrer des exemples concrets de ce qui change le monde. Un peu, tu sais, à l'image de ce que j'ai fait avec les connecteurs, qui est le média dont je suis encore rédactrice en chef, mais qui est un média qui va aborder aussi les défis, puis vraiment en technologie. On avait fait l'émission Ça change la vie, il y a pas longtemps, qui est une sorte de talk show où on fait venir des gens du milieu preneur, puis les développeurs des solutions, tu sais. Puis je pense que ça reste important d'aborder les grands défis de société. Mais avec Futur Mania, on va avoir vraiment des exemples très concrets des impacts de l'innovation, tu sais, parce que souvent c'est ça les gens qui veulent, c'est voir ça sert à quoi on investit là-dedans, pourquoi. Ben là, tu sais, on parle de l'Alzheimer, il y a des gens qui travaillent là-dessus puis tu sais ça avance là, la recherche là-dedans. Fait que autant en santé qu'en culture encore une fois, tu sais, je veux dire, les créateurs, est-ce qu'on peut pas les réconcilier avec la technologie ou avec l'innovation qui est bien orientée? C'est des débats à avoir, puis je crois que c'est le moment de les avoir. On est en plein là-dedans. Là, je me trompe ou t'aimes ça faire des ponts entre différents mondes? T'as bien identifié. Je te dirais, c'est vrai que c'est maintenant que tu le dis, je réalise, les connecteurs, ça venait de là. Tu sais, c'était l'idée de faire le pont, en effet. Puis bon, là, j'ai encore cette visée-là. C'est certain que je veux faire le pont, mais je pense que ça prend aussi, tu sais, il faut brasser un peu la cage, puis il faut aussi mettre de l'avant certaines réalités avant de se rendre là. Oui, ça reste, je pense que c'est comme ça qu'on est constructif. Les journalistes sont souvent critiqués parce qu'ils sont négatifs ou je sais pas trop quoi. Ben c'est pas vrai. Je veux dire, on veut faire des liens, on veut aller chercher, tu sais, du concret puis du positif aussi, mais c'est ça, c'est du travail qu'il faut valoriser, puis comme tu le sais, comme on le sait tous au Canada, on est en crise des médias, puis j'ai pas l'impression que la société valorise tant que ça sa démocratie puis ses journalistes. On a les journalistes qu'on mérite à la fin, fait qu'on fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a, mais ça reste notre objectif, là. Et puis, j'allais dire, le solopreneur, c'est un peu le pari que tu prends, là. Ben écoute, je me mettrai pas riche demain matin avec ça. Mais tu vas pouvoir faire ce que t'aimes. Exactement, puis c'est ça. Moi, j'avoue que je vis beaucoup pour ce que je fais dans mon travail. Ça me définit beaucoup. Donc là, au moins, je sais que ça marche pas, j'ai des contrats, j'en ai pas. Ben, moi, ça continue. Là, c'est pas quelque chose que je vais abandonner en cours de route. Puis quand tu es maître de ça, ben tu sais que ça va continuer. Donc moi, c'est certain que si je le fais, je vais mettre mon cœur là-dedans, puis on lâchera pas le morceau facilement là. Dans 5 ans, Futur Mania, ça va ressembler à quoi? J'ai envie que ce soit plus que, tu sais, on parle de nouvelles, d'informations. J'ai envie que ce soit des expériences, carrément. Tu sais, pourquoi on ferait pas un média qui te permette d'en apprendre, tu sais, qui te sensibilise sur certaines choses que tu veux apprendre, puis en même temps, tu aurais un volet qui met à profit tes connaissances. C'est pourquoi on n'aurait pas des jeux immersifs, des expériences immersives pour se mettre dans la peau de quelqu'un ou pour, je sais pas moi, développer des bons réflexes en ligne, tu sais, ce genre de choses-là. Puis je suis bien accompagnée, tu sais, j'ai déjà des collaborateurs pour penser à ce genre de produits-là. Je vais travailler avec, t'as reçu il y a pas longtemps Oussem Chérif qui est venu parler, c'est un super talent assez impressionnant, fait qu'il travaille avec moi sur des solutions comme ça. Je vais avoir beaucoup la communauté des femmes dans l'entrepreneuriat, tu sais, parce que le volet diversité, inclusion, tout ça, c'est important pour moi aussi.
Fait que ça rentre dans le volet culturel. Puis on va avoir Elsa Thanos de DJ Women, Roula Apchi, on va avoir Oriane Bizoka là-dedans aussi. Je pense aussi à Pilar Hernandez, tu sais, il y a beaucoup de monde. Fait que le volet, développer des compétences pour être un peu plus réactif à ces défis, ces transformations-là. Tu sais, Mélissa Cancelier qui va parler en neurosciences de ce qu'on devrait faire avec les jeunes, etc., puis toutes les générations. C'est un volet important pour moi aussi. Fait que tout ce qu'on peut faire pour faciliter ces transitions-là, culturelles, technologiques, sociales, vers un monde meilleur ou à l'image de ce qu'on veut façonner, je pense qu'on en a besoin en ce moment. Donc, ça va être ça beaucoup. Puis dans 5 ans, j'espère qu'on va être dans cette espèce d'univers, de paysage où on peut se réfugier, puis où il va y avoir ce genre de propositions-là. Je t'écoute, puis j'ai l'impression que tu es en train de toucher ou de réinventer, c'est peut-être gros, mais c'est ça dans ma tête, le journalisme de solution. Mais par rapport à la technologie. Tu vois, c'est une ambition que j'ai peut-être inconsciente, puis qui est finalement celle qu'on devrait enseigner davantage. Tu sais, on nous parle beaucoup de rigueur. La rigueur, c'est comme élastique. Je veux dire, ça se prend par quel bout, cette affaire-là? Tu sais, on parle en journalisme, en tout cas sur les bancs d'école, c'est beaucoup ça, c'est la neutralité. Moi, je pense que déjà, la neutralité, il faut la remplacer par la transparence, parce que ça va être bien compliqué, tu sais. Elle explique qu'elle a choisi Beneva. Ben non, c'est parce que Beneva arrive avec les moyens pour qu'elle continue à faire son travail, puis elle est transparente par rapport à ça. Fait que quand je vois les gens critiquer ça, mais qu'est-ce que vous proposez de mieux pour qu'on fasse notre travail, tu sais? Faites la moyenne de ce qu'on fait, allez vous informer auprès de tout le monde. On va avoir différents types de journalisme. Le journalisme de solution en fait partie. Il y en a qui sont très engagés, puis là on va dire vous êtes trop woke, mais c'est souvent ceux-là qui font du journalisme de solution aussi. Mais je veux dire, c'est correct. Informez-vous auprès de différentes sources, puis faites la moyenne, puis là, vous aurez quelque chose de peut-être plus neutre à ce moment-là. Mais la neutralité absolue n'existe plus. Donc, peut-être continuer à enseigner, à prêcher pour cette transparence-là, oui. Puis le journalisme de solution, oui, c'est souhaitable, mais pour ça, il faut avoir des convictions, puis il faut quand même partir de quelque chose, d'une certaine base qui forcément va être biaisée, là. Bon, parlant de base, tu viens de l'établir, la base. Alors, culturemania.ca, c'est la nouvelle destination à découvrir absolument. Je vous la propose, je vous la suggère fortement. Chloé-Anne Touma, qui est créatrice, éditrice, rédactrice en chef, la plume derrière Futurmania, mais aussi Culturemania. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Je te laisse retourner à tes articles. Merci à toi, c'est toujours un plaisir, Bruno. Ben, je te dis à la prochaine. Salut. Yes. Cette semaine, Catherine Dupont-Gagnon, experte en cybersécurité et en vie privée dans le monde numérique, revient sur cette dérive de Grok, l'assistant d'intelligence artificielle intégré à la plateforme X. Depuis plusieurs semaines, des enquêtes documentent l'utilisation de Grok pour générer des images sexuelles non consensuelles, des montages explicites, parfois même à partir de simples photos et visant majoritairement des femmes et dans certains cas même des personnes qui semblent mineures. Une violence numérique bien réelle, facilitée par un outil intégré à une plateforme dont les mécanismes de modération ont été largement affaiblis. Voici le portrait que dresse Catherine Dupont-Gagnon. On doit parler de Grok, ce fameux assistant IA intégré à la plateforme X, anciennement Twitter, n'en est malheureusement pas à son premier scandale. On doit en parler encore parce que Grok est devenu très concrètement un outil de violence numérique et pas de façon abstraite ou théorique. Depuis plusieurs semaines, on découvre comment Grok est utilisé pour générer des images sexuelles non consensuelles, des deepfakes, des images de nudification, des montages explicites faits à partir de photos parfaitement ordinaires, souvent de femmes et de mineurs. Et non, ce n'est pas un mauvais usage isolé. Selon la firme AI Forensic, et suivant une analyse de 20 000 images générées par Grok suite aux requêtes de ses utilisateurs, c'était 53% des images générées par Grok qui présentaient des individus vêtus de tenues minimales, dont 81% étaient des individus se présentant comme des femmes et un alarmant
2% des images montraient des personnes semblant avoir 18 ans ou moins. Une photo anodine publiée en ligne peut donc devenir du contenu à caractère sexuel non consensuel et une fois que l'image existe, eh bien, elle échappe à tout contrôle. Elle peut être partagée, copiée, stockée, réutilisée. Pour les victimes, il n'y a pas de retour en arrière. Sur le plan de la cybersécurité, c'est alarmant. Grok est intégré à X, une plateforme qui a déjà considérablement affaibli ses mécanismes de modération, de signalement et de protection. On parle donc d'un écosystème où l'anonymat facilite l'abus et où la rapidité de diffusion dépasse largement la capacité de réaction des autorités, des régulateurs ou même des entreprises elles-mêmes. Et puis au final, c'est du harcèlement en ligne, parce qu'on s'entend que ces images-là sont utilisées pour humilier, intimider, faire taire, ou pour faire pression sur des journalistes, des militantes, des ex-partenaires, des personnes publiques ou même de parfaites inconnues. On parle d'extorsion, de revenge porn version IA, de campagne d'harcèlement coordonnée. Et quand les victimes cherchent de l'aide, elles se heurtent à une plateforme qui ne fait pas grand-chose pour les protéger et à des réponses floues en mode « on prend la situation très au sérieux » sans action concrète. Qu'est-ce qu'on peut faire essentiellement pour combattre ce fléau? Quelques pays déjà ont bloqué X et donc Grok par la bande. Il y a des autorités de régulation qui enquêtent également ailleurs dans le monde. Ce sera à suivre pour les recommandations officielles. Il y a des campagnes citoyennes en ligne qui demandent le retrait immédiat de Grok des différents App Store parce que, très simplement, des applications comme cela, eh bien, c'est censé être interdite selon les règles déjà en place. L'application contrevient après tout aux conditions d'utilisateurs de la plupart des App Store. Il y a récemment eu une tiède tentative de limiter l'usage de l'application en plaçant la fonctionnalité problématique qui génère des images non consensuelles derrière un paywall. Mais est-ce vraiment assez? Ce qui est vraiment troublant, en fait, c'est qu'il y a cette impression constante-là que tout ça aurait pu être anticipé. Les autres outils qui font de la génération d'images à base d'IA ne semblent pas rencontrer ce problème à une telle échelle et ils ont réussi à mettre en place des protocoles de protection. C'est donc de la pure négligence de la part de Musk. Bref, on est déçu, même si on n'est pas vraiment surpris. Et c'est toujours une raison de plus de quitter la plateforme X pour de bon et cesser d'encourager une plateforme qui ne se soucie clairement pas de la sécurité des femmes et des mineurs. On va en Suisse rejoindre Thierry Weber qui veut nous parler de mobilité autonome. Comme Jérôme et moi, lors de son passage à Las Vegas il y a quelques semaines pour le CES, Thierry a testé à plusieurs reprises le véhicule de transport autonome Zoox de la filiale d'Amazon. Cette semaine, il a décidé de partager avec nous ses impressions. Maintenant que la poussière est retombée et qu'il a un peu de recul sur l'expérience, je vous propose d'écouter le regard de Thierry Weber. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Au CES 2026, j'ai pris place dans un véhicule autonome, sans volant, sans pédale et surtout sans notion de devant ou de derrière. Un exercice que j'ai fait à plusieurs reprises, mais pas dans un concept car sous vitrine, mais un service en circulation réelle à Las Vegas. Et oui, cette expérience, je l'ai vécue avec les équipes de Zoox, filiale d'Amazon, et elle dit beaucoup plus sur l'avenir de la mobilité que bien des keynotes surchargées de slides. Car ici, la question n'est pas comment automatiser une voiture existante, mais plutôt que devient le transport quand le conducteur disparaît. Chez Zoox, le parti pris est radical puisqu'il n'y a plus de conducteur humain. Pourquoi continuer d'ailleurs à concevoir un habitacle pensé pour lui? Résultat, un véhicule symétrique, capable d'avancer dans les deux sens, sans marche arrière. Les roues tournent à l'avant comme à l'arrière. Les feux changent de couleur selon le sens de déplacement pour respecter la réglementation. Et même les plaques sont adaptées à cette logique bidirectionnelle. Et oui, il y en a une à l'avant, à l'arrière, ce qui n'est pas forcément obligatoire aux États-Unis. À l'intérieur, on oublie la disposition en randonnion. Les passagers se font face comme autour d'un feu de camp ou dans une diligence. Cela apparaît anecdotique, mais l'effet est immédiat. La conversation continue naturellement. Pas de torsion du buste, pas de regard perdu par-dessus l'épaule.
On parle, on échange, on oublie presque que l'on se déplace. Ce sentiment, je l'ai vécu à chaque fois que j'ai eu l'occasion de tester une Zoox. Cette architecture inédite pose des défis très concrets. Exemple, les airbags. Où les placer quand il n'y a ni tableau de bord classique, ni sens de circulation fixe. Eh bien, Zoox a développé et breveté des airbags latéraux à déploiement vertical qui tombent depuis les côtés pour protéger chaque passager, quelle que soit l'orientation du véhicule d'ailleurs. Côté perception, la philosophie est la redondance totale. Et oui, une multitude de capteurs permet au véhicule de voir en permanence tout autour de lui. Et surtout, le système est conçu pour continuer à fonctionner même en cas de défaillance d'un de ces capteurs. On n'est pas dans la promesse marketing, mais bien dans une logique d'ingénierie robuste, anticiper, couvrir les angles morts et accepter qu'un système réel doit tolérer l'échec partiel sans s'arrêter. L'expérience utilisateur est pensée comme un service de mobilité proche des plateformes de VTC. Il y a une application dédiée, réservation en ligne, prise en charge, mais Zoox va plus loin avec des fonctions intéressantes. Choix d'une couleur et d'un signal sonore pour identifier son véhicule, entre guillemets, dans une flotte ou encore Zoocast, un système de profil personnel. Une fois associé, le passager retrouve ses préférences à chaque trajet, ambiance, usage, atmosphère. L'idée est claire, ce véhicule peut devenir tour à tour bureau mobile, salon de discussion ou espace de détente. Lors de notre échange, j'ai d'ailleurs suggéré un point très simple, une petite table centrale pour travailler sur un ordinateur lors des trajets plus longs. Peut-être mes années de van lifer qui ont suggéré cette idée. Réponse sans détour de mon interlocuteur, oui, tous les retours utilisateurs sont analysés, mais toujours avec une limite non négociable, la sécurité. Le design suit l'usage, pas l'inverse. À Las Vegas, Zoox n'est pas là pour faire de la figuration pendant le CES, en tout cas, ce n'était pas le cas. Le service est opéré à conditions réelles, notamment grâce à des accords avec des casinos qui sont des propriétés privées. Aujourd'hui, environ 50 véhicules circulent entre Las Vegas et San Francisco, avec une demande qui dépasse déjà l'offre. D'autres villes sont en phase de test, Miami, Austin, Los Angeles, Atlanta, Washington DC et Seattle. La logique est classique dans l'autonomie. D'abord la ville, ensuite l'extension progressive. Techniquement, le véhicule peut rouler jusqu'à 75 miles, environ 120 km/h, mais en usage public, il est limité à 45 miles, en cohérence avec les axes desservis pour l'instant. Les véhicules sont conçus pour fonctionner environ 16 heures avant recharge. Pour l'instant, la recharge se fait de manière classique avec des équipes opérationnelles dédiées, nettoyage, maintenance légère, assistance à distance, tout est intégré. Un bouton d'assistance d'ailleurs permet à un passager de contacter un opérateur qui dispose d'une vue intérieure via une caméra grand angle. Là encore, on est dans un modèle de service complet, pas dans l'expérimentation bricolée. Ce que je retiens de cette rencontre, de ces multiples rencontres avec Zoox, c'est un changement de focale. L'autonomie n'est plus un sujet de démonstration technologique, mais un levier pour repenser l'expérience humaine du déplacement. On ne parle plus de conduite, mais de temps libéré. Plus de stress, plus de volant à tenir, plus d'attention monopolisée par la route. Reste une question ouverte, très européenne et très suisse peut-être. Quand accepterons-nous de repenser nos cadres réglementaires, urbains et culturels pour accueillir ce type de mobilité? La technologie, elle est déjà prête. J'ai hâte d'avoir ce type de véhicule, même à titre privé. Depuis la Suisse, pour mon carnet, c'était Thierry Weber. À bientôt si c'est pas avant. On se tourne maintenant vers le jeu vidéo où l'intelligence artificielle ne sert plus seulement à impressionner, mais bien à repenser concrètement la façon de fabriquer des jeux. Dans les studios, l'IA s'invite de plus en plus dans la production pour accélérer certaines tâches, améliorer les phases de test et ouvrir la porte à de nouvelles expériences de jeu, sans pour autant toucher au cœur créatif ni aux actifs protégés par le droit d'auteur. Pour faire le point sur ces usages très concrets, Carl-Édouard Michel a rencontré Stéphanie Marchand,
Sia, vice-présidente exécutive de la production chez Behavior Interactive. On les écoute. J'aimerais commencer par parler de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pipelines. Ma première question pour toi, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les pipelines? Par où vous commencez? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà très établi ou non, on y va à petits pas? Tout d'abord, le pipeline, c'est ce qui nous permet de créer le jeu. On en a plusieurs, on crée des assets, on crée du gameplay, on fait plein de choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on crée... Le contenu qu'on crée avec l'intelligence artificielle est libre de droit. Donc, on doit faire très attention ou on doit être très conscient des impacts de l'utilisation de l'AI à certains endroits. Donc, si on crée un contenu, on crée une chaise, on crée une table, quelque chose de concret qu'on retrouve dans le jeu, cet objet-là, cet asset-là est libre de droit. Ça veut dire, dans les pipelines, il y a aussi énormément de tâches répétitives. Des tâches qui n'apportent pas vraiment de valeur ajoutée. Pour l'employé, dans le fond, c'est des tâches qui sont soit pour intégrer justement la chaise dans le jeu, que ce soit des tâches comme nettoyer le nuage de points après avoir fait une session de capture de mocap, en fait. Ça, c'est des tâches qui n'ont pas nécessairement de la créativité. Donc, c'est vraiment des endroits où ce sont des endroits où vraiment l'utilisation soit de AI agentic ou GenAI peut vraiment venir nous aider. Donc, c'est vraiment l'accélération de tâches répétitives qui n'affectent pas la propriété intellectuelle et qui d'un point de vue éthique aussi, c'est pas des choses qui remplacent des emplois. En fait, c'est des choses qui vont permettre aux employés de créer plus de qualité, plus de créativité, et non pas passer de leur temps à juste faire des tâches. Donc ça, c'est vraiment un endroit je pense que tout le monde regarde pour intégrer l'intelligence artificielle à ces endroits-là. Une autre chose qui est très intéressante, c'est au niveau du test. Si on prend chez Behavior, on a Dead by Daylight, qui est un jeu qui est live depuis 9 ans. On a énormément de contenu, évidemment, là, qui était sorti au travers des années, et tout est interrelié. Donc, quand on ajoute un nouvel élément dans le jeu, les répercussions, les impacts sont énormes. On a une très grande équipe de tests, on a plus de 100 testeurs, mais des fois, malheureusement, malgré cette couverture-là, on n'est pas capable de couvrir toutes les situations parce que tout est interrelié, comme je le mentionnais. Et puis, c'est un peu désolant quand ce sont les joueurs, à la fin, qui trouvent les impacts ou les bugs qu'on introduit avec du nouveau contenu. Alors, c'est un autre endroit où, possiblement, on aurait une opportunité d'utiliser de l'AI. Je vais juste rebondir là-dessus pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, techniquement, ce que ça veut dire, deux choses. Premièrement, la création des assets. Vous pouvez créer plusieurs assets plus rapidement. Puis là, ça enlève un peu les tâches répétitives, mais ces assets-là sont libres de droit. Ça veut dire qu'un élément qui a été créé dans le jeu pourrait être réutilisé par un indé dans un autre jeu. C'est-tu un peu ça que je comprends? En fait, ça veut aussi... Si on prend là un peu plus loin, c'est comme mettons Mickey en ce moment, les vieux Mickey Mouse sont rendus libres de droit, mais si on créait le personnage principal d'un jeu, et qu'on s'était prouvé qu'il était vraiment créé avec l'AI, eh bien, il serait libre de droit. Donc, l'analogie est beaucoup plus de ce côté-là. Donc, ça serait quand même... Il n'y a aucune entreprise en ce moment qui souhaite ça. Donc, tout le monde est très, très... on porte énormément d'attention pour s'assurer que ce qu'il y a dans le jeu, là... en fait, je peux vous assurer, chez Behavior, on n'est pas les seuls. Aucun de nos assets, il n'y a absolument rien dans nos jeux avec lesquels qui est exposé aux joueurs qui a été créé avec de l'AI. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'accélérer des tâches, mais la création comme telle, non. Okay. On ne veut pas aller là. Le risque est trop élevé. Mon autre question par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que vous avez 100 testeurs en ce moment sur Dead by Daylight. Oui. Puis, est-ce que je peux comprendre que des agents d'IA pourrait aider à tester le jeu? En fait, les testeurs ont aussi un rôle intégré en production. Ce sont souvent la voix des joueurs, ce sont souvent des gens qui apportent une valeur qu'ils font. Donc, ils font pas juste le test où ils reproduisent le joueur, mais ils vont aussi avoir une valeur ajoutée sur la qualité ou la future réception d'une nouvelle mécanique de jeu qui a été ajoutée. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est libérer du temps. Ça, c'est vraiment la valeur ajoutée de nos testeurs. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment leur libérer du temps pour nous aider
de ce côté-là. Mais en fait, en ce moment, je vous dirais, c'est pas tant libérer du temps qu'ajouter notre capacité de test. Évidemment, là, on a plus d'1 million de joueurs qui jouent à Dead by Daylight tous les jours. On ne peut pas matcher ça simplement avec une équipe de test. Et comme je le mentionnais, là, notre contenu est tellement interrelié. On n'est pas les seuls. Là. Il y a beaucoup de jeux qui sont sortis depuis très longtemps, qui ont un peu les mêmes défis. Donc, c'est vraiment pour rajouter et peut-être même pour nous aider à attraper des problèmes plus en amont. En gain de productivité, j'imagine aussi que c'est important. Vous avez un plus gros gain de productivité avec l'intelligence artificielle. En fait, ce qui est le plus intéressant, qui est un autre volet, c'est vraiment tout ce qui est le prototypage rapide. Donc, c'est là où on est vraiment, du moins, c'est ce qu'on croit aujourd'hui, là, un des endroits où on peut vraiment accélérer la production de jeux. Pourquoi? Mais parce que contrairement aux autres logiciels, vous imaginez, en jeu, on doit trouver l'aspect ludique. On doit trouver ce qu'on appelle le fun. On doit s'assurer que l'expérience joueur elle est extraordinaire. Puis, on a beau faire le meilleur travail sur papier, eh bien, c'est vraiment quand on a le contrôleur ou le clavier souris entre les mains qu'on peut vraiment découvrir si on a réussi ou pas. Et souvent, on met ça dans un jeu et ensuite, on itère. Et plus on itère rapidement, plus on est capable de faire des tests rapidement, plus l'expérience à laquelle on va arriver est intéressante. En ce moment, si on est capable d'accélérer ça, et ensuite on sait exactement ce qu'on va bâtir, et là, on les met dans les mains d'une équipe professionnelle, avec des pipelines et tout, qui recrée cette expérience-là, comme on dit, from scratch. Donc, ils vont tout refaire, mais au moins, on a une base solide à partir de laquelle on sait qu'on a déjà là, vraiment le fun, l'aspect ludique. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on recherche. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment se créer un espace très sécurisé dans lequel une équipe peut travailler comme ça rapidement. Et on s'assure ensuite que absolument rien de ce travail-là ne se retrouve dans le jeu final. J'aimerais changer un peu de registre et parler des PNJ, des personnages non joueurs. Oui. S'il y a une chose je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord que l'intelligence artificielle, pour la création de personnages non joueurs, ça peut être intéressant. Ça peut créer une expérience complètement différente d'un joueur à un autre. Comment vous voyez ça chez Behave? Bien, tout à fait. En fait, on pense souvent, il y a beaucoup d'appréhension à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo pour la création d'assets rapides. Mais l'intelligence artificielle va permettre de modifier l'expérience de jeu puis d'avoir vraiment une valeur ajoutée pour le joueur. C'est un exemple, les personnages non-joueurs qui auraient évidemment plus de profondeur pourraient apporter plus grand aspect à l'histoire. Puis, au lieu d'avoir juste là, une sélection de réponses, on pourrait peut-être leur parler avec du langage naturel, là, directement avec un micro. Donc, en termes d'immersion dans le jeu, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Un autre volet qu'on regarde aussi, c'est qu'on peut penser à avoir des commentateurs. On pense à un match sportif, l'équivalent de commentateurs qui commentent en temps réel ce qui se passe, l'action. Évidemment, on peut penser à une touche d'humour à ça. Donc, c'est vraiment des choses là, qu'on trouve très intéressantes. Et puis, il y a un autre volet aussi, c'est comment avoir le jeu qui répond aux joueurs, mais d'un point de vue là, comment l'ennemi peut s'adapter. Donc là, on parle d'avoir des conversations, mais aussi si on utilise, par exemple, toujours la même façon on exploite toujours la même faiblesse pour tuer un ennemi dans un jeu, ben, il peut apprendre de sa faiblesse, changer de comportement. Donc, et encore là, tout dépendant des techniques que le joueur va utiliser pour défaire l'adversaire. L'adversaire peut apprendre dans le temps. On peut penser aussi à un environnement qui change. Ce qu'on a vu, c'est même des outillages qui permettent de changer tout l'environnement en temps réel. Donc, les objets restent là, mais tout le rendu. On peut passer d'un monde réaliste à un monde cartoony et vraiment très rapidement. Donc, on revient à Roger Rabbit, là, mais on peut penser à offrir une expérience qui va être différente, qui ne serait pas possible sans l'IA. Il n'y a pas vraiment de jeux qui ont exploité ces volets-là encore. J'ai vraiment hâte de voir, lorsqu'on va être capable d'offrir une expérience nouvelle aux joueurs qui ne serait pas possible d'offrir sans l'IA, quelles vont être les réactions? Est-ce que ça va aider à l'adoption? Est-ce que les gens vont réaliser qu'il y a vraiment un intérêt? Stéphanie Marchand, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Plaisir.
beaucoup des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle, mais beaucoup moins de ce qu'elle est en train de grignoter en silence à l'intérieur des organisations. Dans son billet de la semaine, Stéphane Ricoul pose une question dérangeante, mais essentielle. À force de confier aux IA les tâches de base, celles qui formaient les juniors il n'y a pas tellement longtemps, ne sommes-nous pas en train de fragiliser nos propres organisations en coupant la transmission, l'apprentissage et la montée en compétences à la source? Stéphane Ricoul. Fermez les yeux un instant. Imaginez un open space, un cabinet de conseil, une agence de marketing ou un département juridique en 2026. On entend des claviers, quelques notifications, la machine à café peut-être. Maintenant, je vous invite à écouter ce qui a disparu. Et ce sont ces petites voix hésitantes qui demandaient de l'aide. Il y a 4 ans à peine, cet espace qu'est votre bureau bruissait de questions. C'était le son de la transmission. Peux-tu relire ma synthèse? Je comprends pas cette clause. Comment on structure déjà une note de rencontre? Aujourd'hui, ce bruit de fond s'éteint. Le junior ne pose plus de questions à son senior. Il les pose à une fenêtre de dialogue sur son écran. La réponse arrive en 3 secondes, propre, structurée, sans faute. Le junior copie, il colle, il envoie. Le gestionnaire lit en diagonale et valide. Tout le monde a gagné du temps, l'entreprise a gagné en productivité, youpi. Si on dézoome et que l'on quitte un instant la logique du fichier Excel pour entrer dans celle de la biologie des organisations, ce qui se passe est pourtant préoccupant. Nous assistons à un phénomène d'autophagie. Dans les chiffres, le mouvement est déjà visible. Plus de 800 dirigeants interviewés dans plusieurs pays nous donnent comme indication que près de 4 entreprises sur 10 ont déjà réduit leurs effectifs juniors à cause de l'IA et qu'1 sur 2 s'attend à supprimer encore des postes d'entrée ou à moins recruter dans les prochaines années. Dans les métiers où les outils d'IA sont les plus déployés, les offres d'emploi d'entrée de carrière ont reculé de plus de 10% en quelques années. Ce n'est plus une intuition, c'est une tendance chiffrée qui touche la première marche de la vie professionnelle. C'est vrai qu'un junior, c'est lent, que ça fait des erreurs, que ça demande de l'attention. C'est vrai que de former quelqu'un, c'est accepter de perdre du temps aujourd'hui, mais c'est pour en gagner demain. Corriger une syntaxe, expliquer un contexte, refaire faire 3 fois la même slide. C'est un investissement qui peut paraître lourd, alors qu'en face, on a l'IA générative qui ne prend pas de pause, qui ne se vexe pas, qui a l'air de ne coûter que quelques dollars par mois. L'IA générative excelle précisément là où le junior commençait traditionnellement, c'est-à-dire à la base. Alors le calcul est vite fait pour les finances de l'entreprise. Pourquoi payer quelqu'un pour apprendre péniblement ce qu'un algorithme exécute instantanément? On gèle les embauches en bas de l'échelle. On ne cherche plus que des seniors, des gens opérationnels tout de suite. C'est une décision logique sur un trimestre. Sur une décennie, disons que c'est beaucoup moins évident. Car on ne naît pas senior. La compétence professionnelle, c'est une sédimentation lente. Un avocat devient ténor du barreau en passant ses nuits de jeunes collaborateurs à éplucher des jurisprudences ennuyeuses. Et c'est dans cet ennui et cette répétition que se forge l'intuition. Pourtant, l'intelligence artificielle est en train de supprimer les premières marches de notre escalier professionnel, celles qui sont laborieuses, celles où l'on trébuche. On ne peut pas téléporter un jeune diplômé directement au niveau expert sans qu'il soit passé par la case exécutant. En confiant la besogne intellectuelle à la machine, on prive le cerveau humain de son entraînement. On supprime le terrain d'apprentissage. On crée une génération hors sol, des jeunes cadres qui savent présenter un résultat, mais qui ne savent pas comment il a été construit car ils n'ont jamais eu les mains dans le cambouis de la donnée ou du texte. L'esprit critique est pourtant comme un muscle. Il se développe dans la friction, dans la confrontation avec la page blanche, dans la difficulté de trouver le mot juste. Si la machine le donne tout de suite ce mot juste, alors le cerveau cesse de rechercher. Dans 5 ans, qu'est-ce qu'on leur dira à ces jeunes que l'on aura laissé s'installer dans ce confort sans faire leur classe? Quand ils postuleront pour des postes de direction, on leur dira quoi? Vous manquez de profondeur? Vous n'avez pas l'intuition du métier? Au fond, la question des stagiaires à l'ère de l'IA
renvoie à un choix de société autant qu'à un arbitrage budgétaire. On peut considérer les premières années de carrière comme un coût superflu que l'automatisation permet d'effacer. On peut aussi les regarder comme une pièce de l'infrastructure invisible qui permet à une économie de disposer 10 ans plus tard de juristes, d'ingénieurs, d'analystes ou de soignants capables de tenir un dossier complexe sans s'en remettre à un modèle génératif. La question n'est donc pas de savoir si les tâches de base vont continuer à être automatisées. Elles le seront. La vraie question est de décider si l'on accepte que cette automatisation efface une génération professionnelle en cours de route ou si l'on utilise les mêmes outils pour concevoir de nouveaux chemins d'entrée dans la vie active. Ce choix ne se fera pas tout seul. Il dépendra de la façon dont les entreprises comptabilisent le temps de mentorat et de notre capacité collective à considérer la formation des jeunes non pas comme une variable d'ajustement, mais comme un investissement stratégique. Alors on fait quoi? On l'interdit l'IA? On revient à la plume d'oie et au boulier? Bien sûr que non. L'IA est un outil puissant si on lui donne le bon rôle. Une première piste consiste à changer l'objectif du stage plutôt qu'à le supprimer. Plutôt que de demander aux juniors de produire tout le livrable, on peut décider que sa mission est d'abord de raisonner par lui-même. L'IA intervient ensuite comme miroir. Le junior produit une analyse sans IA, puis utilise l'outil pour comparer, repérer les angles morts, documenter les divergences. Le temps passé par le senior n'est alors plus consacré à refaire la tâche, mais à discuter du raisonnement. Une deuxième piste est de déplacer une partie de la formation en dehors de l'entreprise. On voit émerger des programmes qui combinent apprentissage en IA et immersion professionnelle. Les entreprises qui estiment que le stage classique est trop coûteux peuvent s'appuyer sur ces dispositifs pour accueillir des jeunes déjà mieux armés techniquement et consacrer leur temps à la transmission du métier et du jugement. Reste la question de l'équation économique. Des initiatives philanthropiques et des fonds sectoriels commencent à partager le coût de la première expérience. Format plus court de microstages très encadrés, centré sur un projet avec IA plutôt que sur un flux continu de tâches répétitives. Dans ce type de dispositif, le coût n'est plus celui d'un poste productif que l'on compare à une licence d'IA, mais celui d'un investissement partagé dans la capacité d'une génération à travailler avec ces outils. Permettez-moi de finir sur une idée peut-être un peu différente. Et si le problème, ce n'était pas l'IA, mais plutôt notre définition du mot « junior ». La solution serait peut-être de réinventer le rôle du débutant, d'arrêter de le voir comme un exécutant moins cher et de le considérer comme un explorateur accompagné. C'est un pari risqué, certainement. Mais l'alternative, c'est l'extinction progressive de notre propre expertise. Alors la prochaine fois que vous verrez un stagiaire ne rien faire devant son écran parce que l'IA finit son travail en 30 secondes, ne le félicitez pas pour sa rapidité. Asseyez-vous à côté de lui, fermez l'ordinateur et posez-lui une question que ChatGPT ne pourra jamais résoudre. Et toi, qu'est-ce que t'en penses vraiment? S'il ne sait pas répondre, c'est que nous avons déjà perdu. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes en France et j'oserais dire même en train. Ben, c'est ce que souhaitent les organisateurs de l'événement, la conf qui mouille le maillot, pardon. Parce que ça, c'est le nom de l'événement? C'est vraiment le nom de l'événement. Oui, c'est le nom de l'événement. Et tu le répètes? La conf qui mouille le maillot. Okay. Puis, il y a 4 ans, la conf qui tue la game, qui était un événement en ligne parce qu'on était encore dans la pandémie. 4-5 ans, on était encore dans la pandémie, puis les gens ont pu faire la conférence avec des petits avatars, puis quand tu t'approchais d'un autre petit personnage, ta caméra s'allumait, tu pouvais parler avec. Je pense que les 19 conférences ont eu lieu en ligne, de façon simultanée. Ils ont réinventé, c'est vraiment des designers, c'est vraiment dans un aspect créatif. Ouais. Poussé par la pandémie à l'époque aussi, de réinventer un moule que, tu sais, à un moment donné, toi puis moi, on les a vus, les conférences, les titres de conférences. Ben oui, ils les réinventent. Et là, celles qu'ils veulent faire maintenant, ça serait dans un train entre Paris et la Méditerranée où il y aurait 800 personnes et elle serait gratuite en plus, cette conférence-là, dans un train, dans un TGV de la SNCF, puis ils s'en iraient vers la Méditerranée en ayant des conférenciers par wagon.
ce que je trouve absolument génial. Mais là, ils cherchent des partenaires, puis c'est là, ils sont dans cette étape-là. Mais j'ai eu une super conversation avec Michael Bayens, puis on s'est beaucoup amusé à parler de l'état du UX, de l'état du design en ce moment. Puis, c'est ce qui amène un peu à vouloir et forcer. Il faut qu'on se parle vraiment beaucoup en ce moment parce que l'IA arrive aussi dans le portrait en 2026 encore plus et remet en question la plupart des corps de métier. Est-ce que c'est encore des corps de métier séparés ou est-ce qu'on revient vers le généraliste designer? C'est des grandes questions là, qui vont sauter sur tout le monde en 2026. Alors, Jean-François, tu as bien mis la table. On va aller écouter cette discussion-là entre vous deux. Puis je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Salut. Bye. Il y a un événement qui s'en vient. Il y a une conjoncture de design en ce moment dans le monde, en Europe comme en Amérique. Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce que vous essayez de faire avec ça? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça fait 3 fois qu'on doit changer culturellement, architecturalement de métier. Et donc, on a eu des gens, si tu veux, qui venaient du design, du graphisme pour rentrer dans ce qu'on a appelé le design, qui est plus largement, en fait, si tu veux, qui va du spectre de la recherche jusqu'au delivery, avec l'industrialisation des processus dans les design systems, etc., avec une dimension très crafter, parce que pendant longtemps, on a considéré que les designers, c'était des gens qui faisaient du coloriage et qui ne devaient pas déborder des lignes. Ouais. On a essayé de faire la pédagogie de ce qu'était le design, etc. 2 concours. Le produit, en fait, c'était d'abord des chefs de projet techniques qui ont fini par prendre plus d'impact dans l'organisation et en essayant d'ajouter de la valeur, de l'impact, business, etc., qui sont devenus un peu plus stratèges et puis qui surtout ont commencé à toucher la dimension discovery. Et donc, au fond, on se marche sur les pieds à tous les niveaux. Et ça, c'est perpétuel depuis le début, en fait, de ces changements perpétuels d'étiquette de webmaster à UX designer UI jusqu'à product designer, etc. La vérité et le fond, c'est qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, on se rend bien compte que la dimension craft, elle va être de plus en plus diluée et qu'on va tous devenir un peu des directeurs artistiques ou des directeurs de création ou des directeurs de je ne sais quoi, d'agents qui produisent de la valeur sous notre pilotage. Et donc, la priorisation, les intérêts business, la connaissance utilisateur et tutti quanti, de toute façon, à la fin, ce sera une personne qui va faire transiter de la connaissance qui viendra de machines automatisées, plus ou moins. C'est vrai, quelqu'un ou quelque chose comme un PO, un product owner, un product manager, quelqu'un qui n'a pas même pas nécessairement des connaissances en design, mais qui est l'espèce d'intermédiaire entre les statistiques, les rencontres clients et les gens à l'interne. Je pense quand même que fondamentalement, et tu vois, Nesrine Changel, elle a fait un bouquin sur le Product Delight. C'est pas anodin, c'est-à-dire que comme le Product Discovery, le Product Delight, c'est rien d'autre qu'avoir la sensibilité d'un designer injectée dans les produits. Et c'est vrai que les produits qui démarquent le plus, et heureusement, fondamentalement, on est designer pour moi, tu vois. On est au sens d'être, tu vois. Et parce que en fait, le monde ne fonctionne pas comme il devrait, donc il y a des gens qui sont fâchés et qui veulent que ça aille mieux. Mais globalement, quand tu fais du delight, tu rends quelque chose de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus fort, plus humain au fond. Et c'est exactement la démonstration qu'elle fait Nesrine. Donc fondamentalement, je pense que les meilleurs produits demain seront des produits bien designés versus des produits qui ne sont pas bien designés. Et c'est le cas de la Nespresso, qui te fait gagner du temps, qui simplifie ta vie et qui en même temps n'est rien d'autre qu'une machine à café. Mais il y a bien un mec qui avait un peu plus d'âme que les autres qui a conçu le truc. C'est pas un ingénieur qui a mis 25 boutons parce qu'il y avait autant de boutons qu'il y avait de fonctionnalités. Bon, tu vois. Donc, je ne crois pas que le design va être dilué dans tout ça et mourir. Je pense qu'en fait, une fois encore, les meilleurs produits seront faits par des designers. Tinder, ça a été fait par des designers de toute évidence. Tu vois. Voilà. La question, c'est est-ce que l'étiquette du designer a valeur? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui auront cette sensibilité-là. Et il y a des gens, en fait, qui seront des gens plus produits techniques, si tu veux. Et reste qu'en ce moment, on a de la difficulté à le vendre. Et comme on le disait en pré-entrevue, ça fait 10-15 ans qu'on s'est aussi discrédité auprès des gens qui ont l'argent, qui doivent nous embaucher pour faire du travail, qu'on n'a pas réussi à convaincre du fait qu'on est essentiel dans ce processus-là pour faire la machine d'expression. Complètement aligné, notamment parce qu'en fait, un CEO, lui, quand il est tout en haut de la boîte, lui, il regarde ce que comprend pas le designer qui est dans une organisation, c'est que le mec regarde si tu es une ligne de coût ou si tu crées du bénéfice. Et en fait, le design, depuis 10 ans, il est dans la colonne des lignes de coût. Alors au début, tu te dis, je fais le pari, tout le monde me dit qu'il en faut une dizaine, qui fait de la research, qui fait… Au final, très bien, mais là, on est 10 ans après, donc le temps de l'inertie des organisations, de certaines qui vont plus vite que d'autres, etc. Mais finalement, à cause de la mentalité du designer qui souvent, en fait, a des vrais combats éthiques, a des vraies sensibilités, a une âme, contrairement à plein de gens dans le métier qui sont plutôt déjà des robots,
Ce designer qui a une âme, en fait, il a plutôt tendance à mettre en avant plein de combats éthiques ou plein de choses, en fait, qui sont structurellement nécessaires dans la société, dans l'organisation, mais qui ne défendent pas l'intérêt d'avoir un contrat à la fin de l'année, à la fin du mois. Et donc, ce mec-là, si tu veux, il se retrouve plutôt considéré comme une ligne de coût, un divertissement. Je veux dire, moi, je suis designer depuis le début de ma vie, et la vérité, c'est que dans les organisations, dans le meilleur des cas, tu es crédible pour qu'on t'écoute en tant que designer, qu'on t'entende plutôt. On se dit, bon, on va quand même écouter ce qu'il a à dire, mais par contre, on pioche nécessairement dans ce que tu dis. Ouais. C'est pas du tout le cas quand tu es quelqu'un de crédible, c'est-à-dire quelqu'un qui est du côté du pilotage produit ou autre, où là, en fait, si tu veux, on va amender, prendre des décisions selon ton conseil. Mais moi, je suis jamais considéré comme un conseiller, mais un peu le fou du roi, tu vois. Le mec qui arrive, c'est peut-être une bonne idée, mais on va voir. C'est mignon, mais on va y penser. Ben oui, et on pioche. Et le truc, c'est que même quand tu essayes de structurer un repository de connaissances utilisateurs qui centralise le quanti, le quali, etc., tu essayes en fait tout simplement de crédibiliser ton truc. Et tu veux le fond de ma pensée? Je pense que des fois même, on ne peut pas asseoir une vraie bonne idée sur des convictions écrites par des data, etc. Des fois, c'est juste une putain d'intuition. Et ça va le vendre à des gens qui sont des robots et qui pensent comme des machines. Et les stats, on peut en avoir des millions. Si on ne le confirme pas avec quelques rencontres avec des vrais humains, ça ne sert à rien non plus. Puis si on n'est pas au début du processus, la décision va être prise par quelqu'un de technologie. Et on le voit que les entreprises qui se fient à leurs technologues pour prendre des décisions, ben, ça donne des catastrophes bien souvent parce que les gens ne l'utiliseront pas en bout de ligne. Mais qui mieux que nous pour aider à ce conseil? Bon, on ne s'est pas positionné comme ça dans les dernières années. Bien sûr, et il y a un autre truc, c'est que c'est très compliqué d'expliquer pourquoi nous, on ne voit pas le monde comme les autres. Hein. Quand je dis nous, j'entends tous les designers. C'est vrai. Exemple, comment tu veux expliquer que Slack et Teams, c'est pas la même chose? Parce que pour le mec qui décide à la fin, comme il a un tableur, lui, il se dit, OK, bah en fait, on peut faire de la messagerie interpersonnelle. OK, donc ça marche. On peut déposer des documents. Bon, ça marche. Et en fait, à la fin, le mec check des cases. Et en fait, tu sais pourquoi c'est différent? C'est juste l'expérience qui est différente, mais c'est inexplicable de dire qu'en fait, c'est différent. Et donc, pourquoi on a fait cette conférence? On a fait une première conférence qui s'appelait la Conf qui tue le game. Et la Conf qui tue le game, ça a eu un succès phénoménal. Ouais. Et l'idée, c'était que ça s'appelle la Conf qui tue le game pour montrer qu'on n'allait pas faire une conférence comme les autres, donc on allait tuer le game. C'était créatif. C'était créatif en soi. Vous avez revu le format. Ouais. Et tu sais, c'était même un manifeste. Hein. On voulait montrer que tous ces trucs, on nous dit, ah non, commencez par un MVP. Si on avait suivi ce qu'on nous dit d'habitude, on n'aurait jamais fait 19 conférences en simultané dans plein de salons différents. On n'aurait pas mis un roller coaster pour que les gens s'amusent. On n'aurait pas mis des collections de cartes à aller chercher dans des cavernes, etc. Oui, mais c'était parfait. C'était parfait dans cette folie-là. Ouais. Parce qu'en fait, là, les gens, ils se sentent vivants alors qu'on sortait du Covid et qu'ils n'étaient pas prêts à se rassembler dans une conférence, je dirais, classique, que tout le monde était enfermé ici en Europe et un peu partout dans le monde. Ouais. Et donc, les gens, en fait, on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose qui transpire le côté, on fait des échanges entre nous. Et là, on avait des petits bonhommes qui naviguaient. Et quand ton petit bonhomme se rapprochait d'un autre, ça allumait ta caméra. Il y avait quelque chose de très, très ludique. On avait comme mantra de se dire, de toute façon, on le fait. Et si ça tombe, on s'en fout. Et c'est pour ça qu'en fait, on a osé des choses hyper cool. Si on fait la conf qui mouille le maillot, c'est pour les mêmes raisons. Là, l'enjeu, c'est d'emmener des gens depuis la gare de Lyon à Paris jusqu'à Saint-Raphaël-Val-Escure, c'est dans le sud de la France. Et là, tu es en plein soleil, tu te baignes pendant 3 heures, c'est presque un baptême christique, et tu repars dans l'autre sens. Mais les conférences, elles ont lieu dans le train, parce que quitte à être enfermé 8 heures dans un train… C'est vraiment dans un train, alors. OK. De toute façon, une conférence, tu es enfermé pendant 8 heures dans une pièce obscure et puis tu passes de l'un à l'autre, etc. Oui, donc là, en fait, les gens sont assis dans un train. C'est là qu'il y a les conférenciers. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on touche à quelque chose où on n'a pas de diffusion d'écran, parce que tu es dans un train et que c'est chiant à diffuser des écrans. Et donc, on est plus intime. C'est un peu comme quand les Rolling Stones décident d'aller dans la petite salle de l'Alhambra à Paris où, en fait, il n'y a que 100 personnes. S'ils le font, c'est bien parce qu'en fait, eux, ils peuvent se permettre de faire des stades, etc. Et ils se permettent de faire un concert à 100. Parce que c'est plus pareil. Parce que tu as quelque chose de proximité et d'intime. Et dans les grandes conférences où il y a 600 personnes, et j'en fais régulièrement pour te dire, tu racontes pas le vrai de ce qui se passe dans ton organisation, tu peux pas te le permettre. Ou tu peux quand tu as fini ta carrière et que, bon, bah, du coup, tu dis du sale. Mais là, la question, c'est pas de dire du sale. La question, c'est que dans un compartiment d'un TGV, il y a 40 personnes. Et là, en fait, les questions, elles sont légitimes, elles vont pouvoir s'ouvrir plus facilement. Et tu vas te confier à 40 personnes, on va pas dire à l'international que tu as dit ça. Tu fais pas de mal à ton organisation, tu dis un peu plus ce qui se passe vraiment. Et que non, on fait pas vraiment du produit, mais c'est du théâtre du produit. Et que non, en fait, le design n'a pas d'impact. Mais par contre, j'ai tel exemple qui s'est bien passé et dans lequel, en fait, il faudrait qu'on creuse ce sillon-là, etc.
Donc, notre proposition de valeur, si tu veux, c'est vraiment un truc transformatif où les gens qui viennent, ils vont témoigner, en fait, si tu veux, de choses qui sont beaucoup plus personnelles que d'habitude, mais qui portent sur les sujets classiques, la carrière, l'organisation, le business. Tous les choses qu'on dit depuis tout à l'heure aussi, toute cette transformation de notre métier en ce moment-là. Fondamentalement, de toute façon, tu reviens, on dit changer dans la conf qui mouille le maillot. Pourquoi ? Parce que de toute façon, tu vas devoir te changer puisque tu vas aller à la plage. Mais tu reviens changer aussi parce que tu vas cette fois avoir des conférences sur lesquelles tu n'as pas le choix d'assister. C'est-à-dire que tu es dans le train, tu es assis, et c'est pas toi qui te déplaces comme d'habitude où tu vas d'une salle en salle, et c'est pas toi qui choisis les thématiques, parce que notre réflexe grégaire, c'est « Oh, je m'intéresse beaucoup au design system dans mon quotidien, et donc je vais aller voir toutes les conférences autour du design system. Et puis moi, le business, j'aime pas trop en tant que designer qu'on m'en parle, etc. » Mais là, en fait, tu n'as pas le choix. Tu es assis dans ton train, il y a 500 personnes qui s'en vont dans un train, et ils savent pas qui va venir. Ils savent qu'il y a les speakers Intel, bidule, les trucs qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, des speakers qui sont des gens plus ou moins classiques, tu vois, qu'on connaît. Mais il y a aussi des gens qu'on n'a jamais vus. Dans la précédente conférence, simultanément, où il y avait celui qui a inventé carrément le design system dans un des salons, de l'autre côté, on avait notre Benjamin, qui avait 23 ans, qui avait fait juste un mémoire sur l'UX dans les organisations, et c'était fascinant. Ouais. Ce qu'elle racontait avec son regard frais, etc. Et donc, nous, c'est aussi l'opportunité de proposer la parole à des gens qui d'habitude ne la prennent pas. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, le comité éditorial, il est plus basé sur la question, en fait, de est-ce que ça va changer le regard du public et est-ce que c'est vraiment un truc personnel que tu partages et qui va apporter de la valeur. Et pourquoi je t'ai raconté tout à l'heure l'anecdote de la conf qui tue le game en disant au pire, on aura tué le game si les serveurs plantent. Bon, bonne nouvelle, ils n'ont pas planté, mais on a quand même mis un game over à la fin de la journée. Il y a des gens qui se sont dit, mais attends, ils ont monté une communauté de dingue avec un outil de dingue pour rassembler tout le monde, et puis finalement, ils ne l'exploitent pas. Parce qu'une fois encore, c'était plus l'idée de démontrer quelque chose que de pérenniser. C'est l'exercice de créativité pure. C'est le château de sable au bord de la mer. C'est parfait, là. Exactement. Ouais. Là, la conf qui mouille le maillot, si on n'y arrive pas, on se sera mouillé le maillot. Essayez de le faire. Ouais. Mais ça va fonctionner. Je suis certain qu'en septembre, moi, je pense que je vais aller faire un tour de train en Europe. On serait ravis, mais vraiment, c'est difficile, même si je te dis, il y a une motivation incroyable de la part de plein de partenaires. Si on n'arrive pas à le monter, c'est une leçon. C'est une leçon de on lâche pas l'affaire, on essaye. Et nous aussi, si on a cette légèreté-là, si tu veux, dans tout ce qu'on prend comme décision, dans notre communication et ce qu'on avait au premier tour, c'est qu'on ne se met pas la pression. Si on n'y arrive pas, en fait, on aura essayé. Moi, je préfère, en fait, et on préfère tous dans l'association et tous les bénévoles qui nous suivent, en vérité, ce qu'on préfère, c'est faire quelque chose, essayer d'atteindre l'étoile, tu vois, la North Star. Et si on ne l'atteint pas, franchement, est-ce qu'il vaut mieux faire un événement moyen ou ne pas faire un événement dingue ? Nous, on a choisi, quoi. C'est une belle conclusion. On va se laisser là-dessus. Merci, Michael. Je te remercie. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à nos invités et merci aussi à mes collègues. Je pense à Jérôme Colombin, Catherine Dupont-Gagnon, Carl-Édouard Michel, Thierry Aubert, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leurs précieuses contributions cette semaine. On se retrouve, nous, vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et bien sinon, on se retrouve dès lundi si vous êtes du rendez-vous pour 120 secondes de tech. Portez-vous bien, à très bientôt.